Avant que l'histoire ne commence, abonnez-vous à la chaîne et écrivez Amen dans les commentaires. Une belle et bonne nouvelle pourrait vous parvenir très bientôt. Et n'oubliez pas de nous dire d'où vous nous regardez. L'après-midi torride de juillet projetait des vagues de chaleur dansantes sur l'asphalte fissuré de la rue Maple. C'est là que Charlotte, âgée de 7 ans, était assise, épuisée, contre le mur de briques usé de l'épicerie abandonnée de Murphy. Ses bras maigres entouraient protecteurement ses sœurs jumelles de 3 ans, Mia et Zoé. Toutes deux pleuraient doucement à cause de la faim et de la chaleur oppressante qui semblait irradier de chaque surface autour d'elles. Les vêtements usés des filles collaient à leur petit corps en sueur, et les cheveux blonds de Charlotte tombaient en mèches humides autour de son visage rougi, témoignant de leur long périple à travers les rues étouffantes de la ville. Charlotte bougea, mal à l'aise sur le trottoir brûlant, essayant de protéger les jumelles du soleil ardent avec son propre petit corps, tout en luttant contre sa propre fatigue et son désespoir grandissant. Elle marchait depuis près de 3 heures maintenant. Elle tentait d'atteindre la pharmacie Davidson de l'autre côté de la ville pour obtenir les antibiotiques essentiels pour leur mère. Celle-ci était alitée depuis 3 jours angoissants avec une pneumonie qui s'aggravait. L'ordonnance était pliée avec soin dans la poche de Charlotte, avec les 17,34 $ qu'elle avait minutieusement rassemblés. Elle avait cherché dans les coussins du canapé, les bocaux vides, sa tirelire en céramique et même sous les sièges de voiture pour de la monnaie oubliée. La chaleur oppressante devenait dangereuse pour les petites filles. Charlotte pouvait voir que les joues de Mia devenaient d'un rouge alarmant. Zoé, quant à elle, avait cessé de pleurer et s'appuyait maintenant mollement contre sa sœur, avec un silence qui inquiétait Charlotte plus que les larmes. Elle savait qu'elles avaient besoin de se reposer, de boire de l'eau, d'avoir de l'aide. Mais la pharmacie était encore à au moins 8 pâtés de maison, et elle n'était pas sûre que les jumelles puissent continuer bien plus loin par ce temps d'été brutal. Le vrombissement d'un moteur coûteux brisa le calme de l'après-midi. Son son doux et puissant était nettement différent de celui des véhicules plus anciens et plus bruyants qui circulaient habituellement dans ce quartier ouvrier. La tête de Charlotte se releva d'un coup, immédiatement en alerte. Une Bentley Mulsanne noire et brillante, dont les chromes reflétaient la lumière brutale du soleil comme des miroirs, ralentit jusqu'à s'arrêter délibérément juste de l'autre côté de la rue étroite où elles étaient assises. Le contraste était saisissant et, d'une certaine manière, menaçant. 3 enfants manifestement pauvres, vêtus de haillons en sueur, face à une opulence et une puissance évidentes qui surgissaient à leur moment de vulnérabilité désespérée. Le petit cœur de Charlotte se mit à marteler contre ses côtes. C'était cette peur primaire que les enfants développent lorsqu'ils ont appris trop jeunes que le monde peut être dangereux. Elle chercha désespérément le vieux téléphone à clapet de leur mère. Ses mains tremblaient non seulement de fatigue, mais aussi d'une panique grandissante. Tous les avertissements qu'elle avait entendus sur les étrangers dans des voitures de luxe lui revenaient en mémoire. Elle avait entendu d'innombrables histoires d'enfants qui disparaissaient, de dangers qui rôdaient même en plein jour, de prédateurs qui ciblaient des enfants vulnérables exactement comme elle et ses sœurs. « Restez près de moi », murmura Charlotte d'urgence à Mia et Zoé. Celles-ci s'agrippèrent instinctivement à son T-shirt usé avec leurs petites poings, sentant la peur de leur grande sœur même si elles n'en comprenaient pas la source. « Ne parlez à personne, d'accord? Accrochez-vous juste à moi. » Les doigts tremblants à la fois d'épuisement dû à la chaleur et d'adrénaline, Charlotte composa le numéro qu'elle avait mémorisé depuis ses 5 ans. Les numéros que sa mère lui avait fait répéter encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. 911, quelle est votre urgence? Entendit-elle à travers le haut-parleur grêle du téléphone. C'était la voix familière, professionnellement calme, un son qui représentait la sécurité et l'aide dans le jeune esprit de Charlotte. « C'est Charlotte Miller », murmura-t-elle. Sa voix était à peine audible par-dessus les doux gémissements des jumelles et le bruit lointain du système de climatisation de la voiture de luxe. « Je suis sur la rue Maple, près de l'ancienne épicerie Murphy qui a fermé, et un étranger dans une voiture très chère vient de s'arrêter ici. J'ai mes petites sœurs avec moi, et j'ai peur parce que nous sommes toutes seules et ils nous regardent peut-être. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, révélant la terreur qu'elle s'efforçait de cacher derrière sa façade courageuse. Le ton de l'opératrice devint immédiatement plus concentré et plus urgent, reconnaissant la peur sincère dans la voix de l'enfant.
Charlotte, ma chérie, tu as très bien fait de nous appeler. Es-tu en danger immédiat en ce moment? Peux-tu me dire exactement ce que fait la personne dans la voiture? À travers les vitres teintées de la Bentley, Charlotte pouvait distinguer la silhouette de ce qui semblait être un homme corpulent dans un costume d'affaires coûteux. Le moteur de la voiture continuait de tourner doucement. Son système de climatisation offrait probablement un soulagement bienvenu de la chaleur qui donnait des vertiges et des nausées aux filles. Il est juste assis là, dans sa voiture noire très chic, rapporta Charlotte, sa voix reprenant un peu de force grâce à la présence calme et rassurante de l'opératrice. Les vitres sont trop sombres pour le voir clairement, mais je peux dire qu'il est grand. Et ma maman m'a toujours dit de vous appeler tout de suite si des étrangers essaient de nous parler ou de nous suivre, surtout quand nous sommes seuls comme ça. La portière de la voiture s'ouvrit avec un son doux et coûteux, presque silencieux. En sortit Marcus Thompson, 32 ans, président-directeur général et fondateur de Thompson Industries. C'était l'une des entreprises technologiques les plus innovantes et à la croissance la plus rapide du Sud-Est. Son costume Armani gris anthracite parfaitement taillé, sa cravate en soie italienne d'un bleu profond et ses chaussures en cuir faites à la main, qui coûtaient probablement plus que ce que la plupart des familles de ce quartier dépensaient en une course en 6 mois, semblaient appartenir à un univers entièrement différent de cette zone en difficulté, où les rêves brisés et les difficultés financières persistantes étaient devenus la norme malheureuse pour la plupart des résidents. Marcus revenait de ce qui ne pouvait être décrit que comme une fusion triomphale et à haut risque. Il avait rencontré un consortium d'investisseurs japonais potentiels intéressés par l'expansion de son application d'intelligence artificielle sur le marché asiatique. La réunion s'était mieux déroulée que prévu, avec des accords préliminaires qui pourraient potentiellement tripler la valorisation de son entreprise au cours des 18 prochains mois. Il aurait dû être entièrement concentré sur les implications commerciales du succès de la journée. Mais quelque chose à propos des 3 petites silhouettes blotties contre le bâtiment abandonné avait attiré sa vision périphérique et l'avait poussé à s'arrêter, avec une urgence qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Son instinct des affaires, soigneusement affiné par des années à analyser les gens, les situations et à prendre des décisions en une fraction de seconde qui affectaient des millions de dollars, reconnut immédiatement que cette scène était fondamentalement anormale. Des enfants, surtout des enfants aussi jeunes, ne devraient pas être seuls dans la rue par une chaleur aussi dangereuse. Et la posture protectrice de la plus âgée, la façon dont elle serrait instinctivement les plus petites contre son corps, suggérait qu'elles étaient dans une sorte de détresse grave qui allait au-delà du simple jeu ou des activités normales de l'enfance. Alors que Marcus s'approchait lentement, ses chaussures en cuir italienne coûteuses claquant sur le trottoir chaud à chaque pas délibéré, il pouvait entendre les doux et déchirants gémissements d'épuisement des bébés. Il voyait la façon dont la plus âgée les serrait encore plus fort contre son corps, ses bras maigres s'enroulant autour d'elle comme un bouclier. Cette vision a déclenché quelque chose de profond et d'inattendu au fond de sa poitrine. Cela a réveillé un instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis sa propre enfance pauvre à Détroit, avant que l'ambition, le succès et la richesse accumulée ne l'isolent de ce genre de besoins humains bruts et immédiats. « Bonjour », dit Marcus aussi doucement que possible, modérant consciemment sa voix pour qu'elle soit moins autoritaire que dans une salle de conseil, et plus douce et moins intimidante. Il s'arrêta à une distance respectueuse pour ne pas les effrayer davantage. Il se souvenait de manière viscérale à quel point les adultes lui avaient paru écrasants et menaçants quand il était petit, vulnérable et dépendant de la gentillesse des étrangers. « Est-ce que ça va, les filles? Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Et il fait terriblement chaud pour être assise sur le trottoir. » La prise de Charlotte sur le téléphone se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent de tension. Son corps était tendu comme un ressort, prêt à courir si nécessaire. « Il nous parle maintenant », rapporta-t-elle à l'opératrice, ses yeux ne quittant jamais le visage de Marcus, alors qu'elle essayait de lire ses intentions. Il y avait quelque chose d'étrangement, d'inexplicablement familier dans ses traits. La mâchoire forte et déterminée, la façon dont ses sourcils se fronçaient dans ce qui semblait être une véritable inquiétude, la nuance particulière de vert dans ses yeux, qui semblait presque être un miroir. Mais elle ne pouvait pas se souvenir où elle aurait pu le rencontrer, et cette familiarité rendait la situation encore plus troublante. « Monsieur, j'ai déjà appelé le 911,
annonça Charlotte avec plus de bravoure qu'elle n'en ressentait réellement. Son petit menton était levé en signe de défi malgré la peur qui parcourait ses veines comme de l'électricité. Ils envoient des policiers ici tout de suite, alors vous devriez probablement nous laisser tranquilles. Marcus leva les deux mains dans le geste universel de paix et de non-agression. Son expression resta délibérément calme et rassurante, malgré les circonstances inhabituelles et quelque peu accusatrices de leur rencontre. C'est très intelligent de ta part, dit-il, une admiration sincère évidente dans sa voix, alors qu'il reconnaissait l'intelligence et les instincts protecteurs que cette jeune fille manifestait. Tu es une excellente grande sœur, de les protéger comme ça. Je veux que tu saches que je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit ou causer des ennuis. Je vous ai juste vu assise ici dans cette chaleur dangereuse et je voulais m'assurer que vous étiez en sécurité et que vous aviez tout ce dont vous aviez besoin. Où sont vos parents? Notre maman est très, très malade, répondit Charlotte, parlant encore en partie à l'opératrice qui écoutait attentivement chaque mot de cette rencontre inattendue. Nous essayons de marcher jusqu'à la pharmacie Davidson pour chercher son médicament important. Mais c'est si loin et il fait si chaud que les filles sont devenues trop fatiguées et ont eu trop chaud pour continuer. Comme pour répondre directement à ces paroles, la petite Zoé poussa un cri d'inconfort plus insistant. Son petit visage était maintenant dangereusement rouge et marbré à cause de l'exposition à la chaleur et de la déshydratation. La scène frappa Marcus comme un coup de poing dans la poitrine. La réalité de leur situation le toucha avec une force inattendue. Il avait bâti son empire en lisant les gens et les situations avec une précision chirurgicale. Et tout dans cette rencontre criait le désespoir et le besoin sincère, plutôt qu'une quelconque arnaque, manipulation ou mise en scène. Ces enfants étaient clairement en crise immédiate, et la manière remarquablement mature de la plus âgée de gérer une situation impossible témoignait de responsabilité et de fardeau qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait jamais avoir à porter seul. De quel genre de médicament votre mère a-t-elle besoin? Demanda Marcus, sortant déjà son propre téléphone avec l'intention de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour aider. Peut-être que je peux m'arranger pour le faire livrer directement chez vous, ou nous pourrions vous conduire en toute sécurité à la pharmacie où il fait frais et confortable. Charlotte hésita, étudiant son visage avec une intensité et une concentration analytique qui rappelaient étrangement à Marcus sa propre approche pour évaluer de nouveaux partenaires commerciaux. Le son lointain des sirènes commença à résonner dans les rues du quartier, se rapprochant de plus en plus à chaque seconde. Elle a une pneumonie, admit doucement Charlotte. L'embarras et une profonde inquiétude se disputant dans sa jeune voix. Le médecin de la clinique gratuite a dit qu'elle avait vraiment, vraiment besoin d'antibiotiques, mais ils sont chers, termina doucement Marcus, comprenant immédiatement la situation complète grâce à ses propres expériences d'enfance. Ses premières années avaient été remplies de moments remarquablement similaires. Il avait vu sa propre mère célibataire forcée de choisir entre des médicaments essentiels et l'épicerie, entre les factures de chauffage et les visites chez le médecin, entre les besoins de survie immédiats et les soins de santé à long terme. Comment s'appelle ta mère, ma chérie? Demanda Marcus, sa voix portant le genre de sollicitude sincère qui ne pouvait être feinte. Sarah Miller, répondit automatiquement Charlotte, puis ajouta rapidement avec une prudence renouvelée alors que son entraînement reprenait le dessus. Mais je ne sais toujours pas si je devrais vous donner toutes tes informations personnelles. Maman dit toujours de ne jamais donner nos vraies informations à des étrangers. La voiture de patrouille a tourné au coin de la rue à ce moment-là. Ses gyrophares rouges et bleus clignotaient, mais la sirène était heureusement silencieuse pour éviter de créer un chaos et un stress supplémentaire dans une situation déjà tendue. Marcus recula immédiatement encore plus, levant les mains plus haut dans un geste de non-agression totale. L'agente Patricia Rodriguez s'approcha avec la prudence mesurée et la vigilance professionnelle de quelqu'un qui avait vu trop de situations dégénérer de manière inattendue et dangereuse. « Tout va bien ici? » demanda l'agente Rodriguez, sa main expérimentée reposant nonchalamment mais délibérément sur sa radio, alors qu'elle évaluait rapidement la scène avec des yeux entraînés. Son regard balaya la voiture de luxe, l'homme d'affaires manifestement riche et les 3 enfants clairement en détresse, reconnaissant immédiatement le potentiel de multiples scénarios différents, allant de l'aide innocente à quelque chose de plus sinistre.
Ce monsieur a arrêté sa voiture et a dit qu'il voulait nous aider, expliqua Charlotte, sa voix gagnant visiblement en force et en confiance maintenant que l'aide officielle était arrivée sur les lieux. Nous essayons d'obtenir des médicaments pour notre maman qui est très malade, mais c'est trop loin pour marcher avec cette chaleur. Marcus plongea lentement et délibérément la main dans la poche de sa veste, s'assurant que ses mouvements étaient complètement visibles et non menaçants, et sortit sa carte de visite, la tendant à l'agent Rodriguez avec des gestes prudents et mesurés. Marcus Thompson, Thompson Industries. Je passais en voiture quand j'ai remarqué que ces enfants semblaient en détresse à cause de la chaleur. Je leur ai proposé de les aider à obtenir les médicaments de leur mère en toute sécurité. L'agent Rodriguez examina attentivement la carte de visite gaufrée, une lueur de reconnaissance dans ses yeux expérimentés alors qu'elle traitait l'information. Thompson Industries n'était pas seulement un employeur majeur dans la région, fournissant des centaines d'emplois bien rémunérés, mais les vastes efforts philanthropiques de Marcus Thompson étaient régulièrement couverts par les médias locaux. Des bourses d'études pour les étudiants défavorisés, des dons substantiels aux hôpitaux pour enfants et de nombreux projets de développement communautaire qui avaient revitalisé plusieurs quartiers en difficulté. « Ce sont vos filles, Monsieur Thompson ?» demanda directement l'agent Rodriguez, observant attentivement son expression faciale pour tout signe de tromperie, d'inconfort ou de comportement suspect qui pourrait indiquer une situation problématique. « Non, je ne les ai jamais vues de ma vie avant aujourd'hui, » répondit Marcus sans la moindre hésitation. Bien que quelque chose d'étrange et de complètement inexplicable se soit resserré dans sa poitrine à cette question, comme si une partie de lui souhaitait que la réponse soit différente. Je ne pouvais tout simplement pas passer devant des enfants qui avaient si clairement besoin d'aide. Charlotte regardait alternativement les deux adultes, son instinct protecteur toujours en alerte maximale, malgré la présence rassurante de la policière en uniforme. « Agent Rodriguez, peut-il vraiment nous aider à obtenir les médicaments de maman? Nous essayons depuis si longtemps et je m'inquiète de la laisser seule beaucoup plus longtemps. » « Je peux absolument aider, » promit Marcus, sa voix portant la conviction totale de quelqu'un qui avait l'habitude de faire bouger les choses par la pure détermination, les ressources et la force de sa volonté. « Et je pense que nous devrions immédiatement mettre ces filles à l'abri de cette chaleur dangereuse et les ramener à la maison auprès de leur mère. Elle doit être morte d'inquiétude pour vous toutes. » L'agent de Rodriguez passa plusieurs minutes de plus à prendre des informations de Ben, à vérifier l'identité de Marcus dans son système pour confirmer ses antécédents et à s'assurer qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt, de plainte ou de signaux d'alarme associés à son nom. La vérification confirma non seulement son casier judiciaire vierge, mais aussi sa réputation d'homme d'affaires respecté et de leader communautaire. « Très bien, la scène est sécurisée et tout est parfaitement en ordre, » annonça finalement l'agent Rodriguez, refermant son carnet avec satisfaction. « Monsieur Thompson, si vous êtes sincèrement disposé à aider ces enfants à rentrer chez eux en toute sécurité et à vous assurer que leurs mères reçoivent les soins médicaux appropriés, je peux fournir une escorte policière pour m'assurer que tout est géré correctement et conformément au protocole. » Charlotte regarda ses petites sœurs, qui s'étaient enfin un peu calmées dans l'air légèrement plus frais qui semblait entourer le groupe d'adultes. Puis elle se tourna vers Marcus avec ses yeux étonnamment intelligents et analytiques. Une sorte de décision cruciale se formait clairement dans son esprit de 7 ans, un jugement qui semblait bien trop sophistiqué et lourd pour quelqu'un de son âge. « Monsieur Thompson, » dit-elle avec une politesse formelle, sa petite voix portant néanmoins une gravité et un sérieux qui firent que les deux adultes s'arrêtèrent, reconnaissant l'importance du moment. « Promettez-vous sur votre parole d'honneur que vous n'êtes pas une mauvaise personne qui veut nous faire du mal ou nous emmener loin de notre maman? » La question frappa Marcus avec plus de force que n'importe quelle prise de contrôle hostile d'entreprise ou négociation commerciale difficile n'avait jamais réussi à le faire. En regardant droit dans ses yeux sincères, plein d'espoir et désespérément confiant, il sentit tout le poids d'une responsabilité et d'une obligation morale qu'il n'avait jamais connue dans sa vie d'adulte. « Je te le promets avec tout ce que j'ai, » dit Marcus avec une solennité totale, pensant chaque mot avec chaque fibre de son être. « Je ne te ferai jamais, jamais de mal, ni à tes sœurs. Tout ce que je veux au monde en ce moment, c'est vous aider à rentrer chez vous sans toute sécurité auprès de votre mère et m'assurer qu'elle reçoive les soins médicaux dont elle a besoin.
Alors qu'il se préparait à transférer soigneusement les enfants dans sa voiture avec des sièges de sécurité appropriés, que Marcus insista immédiatement pour acheter dans un magasin voisin, malgré le délai supplémentaire, aucun d'eux n'aurait pu imaginer que cette rencontre fortuite par un après-midi d'été torride allait complètement dénouer 8 années de secrets soigneusement construits et révéler une vérité qui changerait fondamentalement toute leur vie de manière qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Le trajet à travers le quartier de Charlotte s'avéra être un voyage qui donna à réfléchir et ouvrit les yeux de Marcus. Son trajet quotidien habituel le menait exclusivement à travers les quartiers les plus riches de la ville, où les pelouses manucurées, les trottoirs impeccables et la prospérité évidente étaient simplement la norme attendue. Sa Bentley se déplaçait prudemment et respectueusement dans des rues bordées de maisons modestes, dont beaucoup montraient les signes indubitables de difficultés économiques. De la peinture écaillée qui n'avait pas été rafraîchie depuis des années, des cours envahis par la végétation où l'entretien de la pelouse était clairement un luxe hors de portée, et des voitures plus anciennes qui avaient manifestement connu de bien meilleures décennies garées dans des allées fissurées et brisées par le temps, les intempéries et l'entretien différé. Le contraste avec son environnement habituel était saisissant et inconfortable. Il forçait Marcus à affronter des réalités dont il s'était isolé avec succès pendant des années grâce à la richesse et à la distance géographique. C'était l'Amérique qui existait parallèlement à son monde de salles de conseil et de country club. L'Amérique où les gens cumulaient plusieurs emplois et luttaient encore pour payer les produits de première nécessité, où les enfants grandissaient trop vite parce que les circonstances l'exigeaient. Charlotte était assise sur le siège passager, son petit corps presque englouti par l'intérieur en cuir luxueux qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de sa famille. Ses pieds n'atteignaient pas tout à fait le sol et elle se tenait avec l'immobilité prudente de quelqu'un peu habitué à une telle opulence mais déterminé à ne rien endommager. Les jumelles étaient solidement attachées sur le siège arrière avec les sièges auto d'urgence que Marcus avait achetés. Leur détresse antérieure avait été remplacée par une fascination écarquillée pour les nombreuses fonctionnalités électroniques et le système de climatisation de la voiture. Tournez à gauche à la maison jaune avec la boîte aux lettres cassées et la clôture qui s'écroule, instruisit Charlotte, sa voix portant toujours ce ton anormalement mature qui parlait de responsabilité qu'aucun enfant ne devrait porter. Nous habitons dans la maison bleue avec la clôture blanche. Enfin, elle était blanche avant, mais la plupart de la peinture est partie. Alors qu'ils arrivaient à l'adresse indiquée par Charlotte, Marcus sentit sa poitrine se serrer d'émotions qu'il n'avait pas prévues et qu'il n'était pas entièrement prêt à gérer. La maison était petite, probablement construite dans les années 1960 dans le cadre d'un modeste lotissement ouvrier. Elle avait un revêtement en aluminium bleu délavé et une clôture blanche qui avait en effet perdu la plupart de sa peinture à cause des intempéries et de l'âge. La cour avant était plus de la terre battue que de l'herbe, et les marches en béton menant à la porte d'entrée s'affaissaient visiblement au milieu après des décennies d'utilisation et de tassement. Ce n'était pas seulement une vie modeste ou des circonstances simples. C'était une véritable pauvreté. Le genre de pauvreté que Marcus avait passé toute sa vie d'adulte à fuir et, s'il était honnête avec lui-même, à oublier complètement. Cette vue ramena des souvenirs viscéraux de sa propre maison d'enfance à Détroit. De sa mère comptant les centimes pour décider s'il pouvait se permettre du lait cette semaine-là. De porter des vêtements de friperie et de faire semblant de ne pas remarquer quand les autres enfants faisaient des commentaires sur son apparence. « Charlotte, ma chérie », dit doucement Marcus, se tournant vers elle alors qu'il mettait la voiture au point mort et essayait de mesurer toute l'étendue de ce qu'il voyait. « Depuis combien de temps exactement ta mère est-elle aussi malade? »« 3 jours maintenant, » répondit Charlotte, s'efforçant déjà de déboucler sa ceinture de sécurité avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui gérait des responsabilités d'adulte depuis bien trop longtemps. Lundi, au début, elle avait juste cette très mauvaise toux qui la tenait éveillée toute la nuit. Mais hier, elle a eu très chaud et n'arrêtait pas de frissonner, peu importe le nombre de couvertures que je mettais sur elle. Ce matin, elle pouvait à peine sortir du lit pour m'aider à préparer le petit déjeuner pour Mia et Zoé. Et j'ai eu vraiment peur parce qu'elle avait l'air si pâle et faible. Marcus fit le tour pour aider avec les bébés, et alors qu'il soulevait la petite Mia de son siège auto, elle le regarda avec ses grands yeux curieux qui étaient de la nuance de vert la plus inhabituelle
et la plus frappante qu'il ait jamais rencontrée. Pendant un instant qui s'étira bien plus longtemps qu'il n'aurait dû, Marcus éprouva la plus étrange sensation de reconnaissance, comme s'il regardait dans un miroir qui reflétait d'une manière ou d'une autre ses propres traits d'enfance. La sensation était si forte et si désorientante qu'elle le rendit légèrement étourdi et confus. Allons donner à ta maman le médicament dont elle a besoin, dit Marcus, sa voix plus rauque et plus émotive qu'il ne l'avait prévu, alors qu'il essayait de se défaire de ce moment de familiarité particulier qui semblait n'avoir aucune explication logique. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui déclencha immédiatement tous les instincts de sécurité que Marcus avait développés au fil des ans en vivant dans un monde où la vie privée et la protection étaient des préoccupations primordiales. Mais Charlotte expliqua d'un ton neutre, avec le genre d'acceptation résignée qui lui brisa le cœur, qu'il n'avait jamais rien possédé d'assez précieux pour s'inquiéter du vol, et de plus, les serrures pouvaient être chères à réparer si elles se cassaient. L'intérieur de la petite maison était une leçon de maître sur la façon de se débrouiller avec très peu tout en maintenant la dignité et l'amour. Les meubles étaient clairement de seconde main, probablement achetés dans des friperies ou des vides-greniers, mais ils étaient méticuleusement propres et soigneusement entretenus. Des dessins d'enfants étaient scotchés sur des murs qui avaient désespérément besoin d'une nouvelle couche de peinture, créant une galerie de créativité qui témoignait d'une mère qui encourageait l'imagination de ses filles malgré leurs ressources limitées. Les jouets étaient peu nombreux mais organisés avec un soin évident dans un coin du salon, et tout avait été agencé pour maximiser la fonctionnalité du petit espace. Malgré la pauvreté évidente, il y avait des signes indubitables d'amour, d'attention et de chaleur familiale dans tout cet espace modeste. Des photos de famille dans des cadres dépareillés couvraient un mur entier, montrant la progression de la croissance des enfants de la petite enfance à leur âge actuel. Les photos révélèrent des fêtes d'anniversaire qui avaient clairement été conçues avec créativité et amour, plutôt qu'achetées avec de l'argent. Des décorations faites maison, des gâteaux simples qui étaient manifestement cuits à la maison, et le genre de joie sincère que l'argent ne pouvait pas acheter. « Maman » appela Charlotte en entrant, sa voix résonnant légèrement dans le petit espace et portant un mélange de soulagement et d'anxiété. « J'ai amené de l'aide et j'ai ramené Mia et Zoé en sécurité, comme je l'avais promis. » Une voix faible mais clairement soulagée répondit de quelque part dans le court couloir qui menait à ce que Marcus supposait être les chambres. « Charlotte? Oh, Dieu merci, ma chérie. Je commençais à m'inquiéter quand tu n'es pas revenue. Je commençais à penser à essayer de me lever pour te chercher, mais je me sentais si étourdi. Où étais-tu, ma chérie? »« Je suis allé chercher tes médicaments, comme je l'avais dit, » répondit Charlotte avec le ton neutre de quelqu'un qui gérait des crises familiales depuis bien plus longtemps que ce que l'on pourrait attendre d'une enfant de 7 ans. « Et ce monsieur très gentil nous a aidés. Il va s'assurer que tu ailles mieux. » Pendant que suivit Charlotte dans le couloir étroit, portant toujours Mia tandis que Zoé trottinait à leur côté, sa petite main agrippant son pantalon coûteux, avec une confiance inconsciente qui à la fois réchauffait et brisait son cœur. Le couloir était tapissé de plus de photos de famille, et Marcus se surprit à les étudier en passant, notant avec une curiosité croissante l'absence totale de figures masculines dans les photos les plus récentes, tandis que les photos plus anciennes semblaient montrer la même femme avec un homme qui avait apparemment disparu de leur vie à un moment donné. Charlotte poussa la porte de la chambre principale, qui était à peine assez grande pour accueillir le lit double et la simple commode qu'elle contenait, ainsi qu'une petite table de chevet sur laquelle se trouvait un verre d'eau, des mouchoirs et ce qui semblait être des médicaments en vente libre. « Maman, c'est M. Thompson. Il est très riche, important et a beaucoup de succès, mais il est gentil et il a promis de t'aider à aller mieux. » Marcus franchit le seuil de la petite chambre et sentit son monde entier basculer radicalement sur son axe, comme si la réalité elle-même s'était soudainement réorganisée autour d'une vérité à laquelle il n'était absolument pas préparé. Allongé dans le lit, pâle de maladie mais toujours indéniablement belle même dans son état affaibli, se trouvait une femme dont il avait gardé le visage dans sa mémoire et son cœur pendant 8 longues et douloureuses années. Sarah Mitchell, bien qu'elle utilisait clairement le nom de famille Miller maintenant, pour des raisons qu'il ne pouvait même pas deviner. La femme qu'il avait aimée plus profondément et plus complètement qu'il n'avait jamais aimé personne avant ou depuis.
La femme dont la disparition soudaine et inexplicable de sa vie l'avait laissé le cœur brisé, confus et fondamentalement changé. La femme qui avait disparu sans avertissement pendant la période la plus cruciale et la plus exigeante du développement de son entreprise, le laissant avec des questions sans réponse qui l'avaient hanté à travers chaque relation ultérieure et chaque succès professionnel. Sarah, souffla-t-il, le nom s'échappant de ses lèvres comme une prière, une malédiction et une révélation, tout cela en un seul moment impossible. Les yeux de Sarah, déjà brillants de fièvre, s'écarquillèrent de choc, un choc qui se transforma rapidement en ce qui ressemblait indéniablement à de la panique mêlée d'incrédulité. Elle lutta pour s'asseoir dans le lit, son état affaibli rendant même ce simple mouvement visiblement difficile et douloureux. Son visage passait par des expressions de reconnaissance, de peur et de quelque chose qui aurait pu être de la honte. « Marcus ?» La voix de Sarah était à peine un murmure, rauque de fièvre et de l'impossibilité de la situation. « Qu'est-ce que tu... Comment as-tu... ça ne peut pas être réel, ça doit être une sorte de rêve fiévreux. » Charlotte regardait rapidement d'un côté à l'autre entre les deux adultes, ses yeux intelligents et perspicaces captant immédiatement la tension électrique qui avait soudainement rempli la petite chambre comme une chose vivante. « Maman, tu connais M. Thompson? On dirait que tu as vu un fantôme et ton visage est devenu encore plus blanc qu'avant. » Les yeux de Sarah passèrent frénétiquement de Marcus à Charlotte et le peu de couleur qui restait sur ses joues pâles de fièvre disparut complètement, la laissant presque translucide. Ses lèvres bougèrent comme si elle essayait désespérément de former des mots, mais aucun son n'en sortit, à l'exception de petites respirations paniquées. Marcus avait l'impression de se noyer dans un tsunami de révélations. Les pièces d'un puzzle incroyablement complexe s'emboîtaient soudainement avec une clarté dévastatrice et merveilleuse. Les manières familières de Charlotte qui avaient semblé être du déjà-vu, la couleur distinctive et inhabituelle des yeux des jumelles qui correspondait si parfaitement à la sienne, la chronologie qui commençait à prendre un sens horrible, magnifique, parfait. Quand il réussit enfin à parler, sa voix lui parut complètement étrangère. « Sarah, dit-il à nouveau, plus fermement cette fois, bien que ses mains tremblassent visiblement, alors qu'il serrait inconsciemment Mia plus près de sa poitrine. « Charlotte est... Non, » murmura Sarah d'urgence, secouant la tête avec le peu de force qu'elle possédait, sa voix portant une supplication désespérée. « S'il te plaît, Marcus, pas maintenant, pas devant elle. Elle ne sait pas, et je ne peux pas. Pas comme ça. » Mais Charlotte était bien trop perspicace et intelligente pour son propre bien, et la tension crépitante entre les deux adultes était impossible à ignorer ou à mal interpréter. Son jeune visage se crispa de concentration et d'inquiétude croissante, alors qu'elle essayait de comprendre les courants sous-jacents d'émotions qui tourbillonnaient autour d'elle. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Charlotte, sa voix petite mais insistante. « Pourquoi as-tu l'air si effrayé? Est-ce que M. Thompson t'a fait quelque chose de mal avant? Devrais-je rappeler l'agente Rodriguez? » L'agente Rodriguez apparut à ce moment-là dans l'embrasure de la porte de la chambre, ayant fini de sécuriser la scène et de remplir ses premiers rapports à l'extérieur. Ses yeux entraînés évaluèrent immédiatement la situation. La femme manifestement très malade, l'homme d'affaires riche tenant un bébé avec une tendresse surprenante et naturelle, et la tension presque tangible qui semblait épaissir l'air même de la petite pièce. « Madame, vous avez clairement besoin de soins médicaux immédiats et professionnels, » dit l'agente Rodriguez, sa voix portant à la fois autorité et inquiétude sincère, alors qu'elle constatait l'apparence alarmante de Sarah. « Avez-vous vu un médecin pour cette maladie? Cela semble plus grave que quelque chose que vous devriez essayer de gérer à la maison. » Marcus se força à mettre de côté le tremblement de terre émotionnel qui remodelait complètement sa compréhension de sa propre vie et à se concentrer sur la crise immédiate qui exigeait son attention. Quelle que soit l'histoire incroyablement compliquée qu'il partageait avec Sarah, quels que soient les secrets et les malentendus qui les avaient séparés pendant 8 ans, tout cela devrait attendre. Pour l'instant, elle était dangereusement malade et ses précieux enfants avaient besoin que leur mère survive et se rétablisse. « Agent Rodriguez, nous avons besoin de secours médicaux ici immédiatement, » dit Marcus, sa voix de PDG coupant court aux faibles tentatives de protestation de Sarah avant même qu'elle ne puisse commencer. « Madame Miller nécessite une intervention médicale d'urgence et, d'après ce que je peux observer,
Son état est plus grave qu'elle ne veut l'admettre. Non, s'il vous plaît, protesta Sarah aussi fort que son état affaibli le permettait, bien que sa voix s'affaiblisse visiblement même en parlant. Je ne peux pas me permettre des factures d'hôpital. Un trajet en ambulance à lui seul coûterait plus que ce que je gagne en 3 mois et les frais des urgences nous ruineraient. Je vais m'en sortir avec un peu de repos et des médicaments en vente libre de la pharmacie. Vous n'irez absolument pas bien, répondit Marcus avec une ferme conviction, sortant déjà son téléphone de sa main libre tout en tenant toujours soigneusement Mia. Vous allez recevoir exactement les soins médicaux dont vous avez besoin et vous n'allez pas vous soucier du coût une seule seconde. Je m'occuperai de toutes les dépenses. Marcus, tu ne comprends pas ce que tu proposes, dit Sarah, mais sa voix devenait de plus en plus faible et tendue. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarquerais. Ce n'est pas ta responsabilité. Charlotte s'approcha du lit avec une inquiétude évidente, sa petite main trouvant instinctivement le front brûlant de sa mère, avec le soin exercé de quelqu'un qui jouait à l'infirmière depuis des jours. Maman, s'il te plaît, laisse-le nous aider. Tu es vraiment, vraiment malade et j'ai eu si peur que tu puisses ne pas t'en sortir. Elle ne put finir la phrase, mais les larmes qui montaient à ses yeux complétèrent la pensée avec une clarté déchirante. Les mots simples et désespérés de sa fille semblèrent briser complètement la résistance de Sarah. Des larmes commencèrent à couler librement sur ses joues rougies, que ce soit à cause de la fièvre, d'une émotion écrasante ou d'un pur épuisement. Marcus ne put le déterminer. « Oh, ma chérie, » murmura Sarah, levant la main pour toucher le visage de Charlotte avec une main tremblante. « Je suis tellement désolée de t'avoir fait si peur. Tu n'aurais pas dû avoir à t'occuper de tout le monde toute seule comme ça. Ce n'est pas ton travail, mon bébé. Tu es censé être la petite fille, pas l'adulte. » Marcus composait déjà un numéro tout en parlant à l'agent Rodriguez. « J'appelle mon médecin personnel, le docteur Harrison. Il a l'expérience des visites à domicile d'urgence et dispose d'équipements portables pour des situations exactement comme celle-ci. » Au téléphone, il dit avec l'autorité de quelqu'un habitué à des résultats immédiats. « Dr. Harrison, c'est Marcus Thompson. J'ai besoin que vous fassiez une visite à domicile d'urgence immédiatement. J'ai une femme présentant ce qui semble être une pneumonie sévère, une forte fièvre, et il y a 3 jeunes enfants impliqués qui ont désespérément besoin que leur mère soit stable et en bonne santé. » Alors que Marcus donnait l'adresse et décrivait les symptômes de Sarah en détail, il se surprit à étudier le visage de Charlotte avec une nouvelle compréhension et un étonnement croissant. Maintenant qu'il savait où chercher les similitudes, les ressemblances n'étaient pas seulement indubitables, mais écrasantes et magnifiques. Elle avait son menton têtu, sa manière analytique de traiter les informations complexes et, plus remarquable encore, cette expression particulière qu'il reconnaissait sur ses propres photos d'enfance. Le regard de quelqu'un forcé de grandir bien trop vite par des circonstances totalement hors de son contrôle. Le docteur Harrison, bien habitué aux demandes urgentes de Marcus et généreusement rémunéré pour sa flexibilité et sa discrétion, arriva en 30 minutes avec une maillette médicale complète et un équipement portable qui transforma efficacement la petite chambre en un centre de traitement temporaire, mais bien équipé. Après avoir effectué un examen approfondi qui confirmait les pires craintes de Marcus concernant l'état de Sarah, son diagnostic fut rapide, professionnel et profondément alarmant. C'est une pneumonie sévère, considérablement plus avancée que tout ce qui devrait être traité à domicile, annonça le Dr. Harrison, son attitude professionnelle ne tolérant absolument aucune discussion. Madame Miller, votre saturation en oxygène est dangereusement basse. Votre fièvre indique une infection systémique grave et vos poumons montrent des signes clairs d'accumulation de liquide. Vous avez besoin d'antibiotiques par voie intraveineuse, de traitements respiratoires et d'une surveillance médicale étroite. Si un traitement approprié avait été retardé, ne serait-ce que de 12 heures de plus, cela aurait très facilement pu devenir mortel. Alors que le Dr. Harrison commençait efficacement à installer le matériel de perfusion et à préparer les divers médicaments dont Sarah aurait besoin, Marcus se retrouva seul avec Charlotte dans le petit salon. L'agent Rodriguez terminait son rapport final et les jumelles dormaient paisiblement sur une couverture douce qui avait été soigneusement étendue sur le tapis usé. « Charlotte, » dit Marcus avec un soin délibéré, s'asseyant sur le canapé de seconde main à côté d'elle, tout en essayant de digérer les révélations monumentales de la journée. « J'ai besoin de te poser une question très importante. Quelle est ta date d'anniversaire exactement? »
Le 15 décembre, répondit Charlotte sans aucune hésitation, balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas tout à fait le sol depuis le canapé pour adultes. J'aurai bientôt 8 ans. Maman me fait toujours un gâteau très spécial chaque année, même quand on n'a pas beaucoup d'argent pour d'autres choses, et elle me laisse choisir le type de décoration que nous utilisons. Marcus sentit son monde basculer alors qu'il effectuait le calcul mathématique qu'il avait inconsciemment évité. Le 15 décembre, il y a près de 8 ans, lui et Sarah avaient été ensemble continuellement du début du printemps de cette année-là jusqu'au mois de février suivant, date à laquelle elle avait soudainement et complètement, inexplicablement disparu de sa vie, sans avertissement, sans explication, ni aucun moyen de la contacter. La chronologie était parfaite, absolument, et dévastatrice parfaite. « Et ton papa ?» demanda Marcus, bien que sa gorge se serre autour des mots, les rendant difficiles à former et encore plus difficiles à prononcer. Le visage expressif de Charlotte s'assombrit immédiatement et elle baissa les yeux sur ses petites mains soigneusement jointes sur ses genoux, avec une sorte de tristesse habituée qui suggérait que c'était un sujet de contemplation douloureux et fréquent. Maman dit qu'il a dû partir avant ma naissance parce qu'il avait un travail très, très important à faire qui ne pouvait pas attendre. Elle me dit toujours que ce n'est pas une mauvaise personne, juste que son travail était trop important pour qu'il reste avec nous. Elle leva les yeux vers Marcus avec ses yeux verts douloureusement familiers qu'il était maintenant impossible d'ignorer. Penses-tu qu'il se demande parfois ce que nous devenons? Penses-tu que peut-être un jour il voudra nous rencontrer et voir comment nous avons grandi? Marcus eut l'impression que quelqu'un avait plongé la main directement dans sa poitrine et lui avait serré le cœur jusqu'à ce qu'il puisse éclater sous la pression. Voici sa fille, sa propre chair et son propre sang, son enfant, demandant avec un espoir déchirant si son père pensait parfois à elle. Tandis que ce même père était assis à quelques centimètres de là, ayant manqué 8 précieuses années de sa vie à cause de malentendus, d'orgueil, de peur et de circonstances qui auraient pu être différentes s'ils avaient seulement mieux communiqué. Je pense, dit Marcus très prudemment, sa voix épaisse d'émotion qu'il luttait désespérément pour contrôler, que n'importe quel père se considérerait comme l'homme le plus chanceux du monde d'avoir une fille aussi courageuse, intelligente, attentionnée et merveilleuse que toi. De la chambre, il pouvait entendre le docteur Harrison expliquer à Sarah, en termes professionnels mais doux, qu'elle aurait besoin de plusieurs jours de traitement intensif et de repos complet au lit. Les enfants auront besoin de soins et de surveillance constants pendant votre convalescence, disait le médecin. Y a-t-il de la famille qui peut aider avec leurs besoins ou devrions-nous organiser des services de garde d'enfants professionnels temporaires? La petite main de Charlotte se glissa dans celle beaucoup plus grande de Marcus avec une confiance et une affection inconsciente qui firent battre son cœur d'une joie inattendue. « Monsieur Thompson, que va-t-il nous arriver pendant que maman se remet? Nous n'avons pas de grands-parents, de tantes ou d'oncles à proximité, et je ne sais pas comment m'occuper de Mia et Zoé toutes seules pendant autant de jours. » Marcus baissa les yeux sur cette petite fille incroyablement courageuse et remarquable, qui était presque certainement sa fille. Il regarda les jumelles endormies qui portaient ses yeux distinctifs, et peut-être sa personnalité déterminée, et prit une décision qui changerait fondamentalement la trajectoire de toute leur vie. « On va s'occuper de vous correctement, » promit-il, serrant doucement sa petite main, tout en pensant chaque mot avec une conviction totale. « Vous toutes, vous n'aurez plus jamais à gérer seul des responsabilités d'adultes. » Mais d'abord, lui et Sarah allaient avoir la conversation qui avait 8 ans de retard, et il soupçonnait qu'elle s'avérerait être la discussion la plus importante et la plus bouleversante de toute son existence. Au moment où les ombres du soir commençaient à s'allonger sur le modeste quartier, le traitement médical intensif du Dr. Harrison avait opéré ce qui ne pouvait être décrit que comme un miracle mineur de la médecine moderne. La fièvre dangereusement élevée de Sarah était complètement tombée. Sa respiration laborieuse s'était apaisée pour retrouver un rythme normal, et bien qu'elle soit restée faible et qu'elle ait besoin de plusieurs jours de repos et de médicaments supplémentaires, la menace immédiate pour sa vie était clairement et radicalement passée. Les jumelles avaient mangé un vrai dîner avec des produits frais que Marcus avait discrètement fait livrer. Et pour la première fois depuis des jours, elles dormaient paisiblement dans leur berceau commun, sans la bande-son angoissante de la respiration douloureuse et laborieuse de leur mère résonnant dans la petite maison.
Charlotte était assise en tailleur sur le sol à côté du lit de sa mère, le soulagement évident dans chaque ligne de son petit corps. Maintenant que la terrifiante crise médicale semblait se résoudre avec succès, elle lisait à haute voix un livre d'images bien usé. Sa jeune voix apportait réconfort et assurance à la fois à sa mère en convalescence et à elle-même, après des jours de responsabilité et de peur qui auraient mis au défi de nombreux adultes de 2 fois son âge. Marcus avait passé le reste de la journée à gérer les aspects pratiques de la situation, avec l'efficacité méthodique et l'attention aux détails qui avaient bâti son empire commercial à partir de rien. Il avait organisé une aide ménagère temporaire pour le nettoyage et la garde des enfants, s'était assuré que la maison était correctement approvisionnée en nourriture nutritive et en toutes les fournitures médicales nécessaires, avait établi un plan de soins complet avec le Dr. Harrison, qui incluait des visites de suivi et des protocoles d'urgence, et avait discrètement géré tous les aspects financiers du traitement de Sarah sans faire étalage de sa générosité ni attendre de gratitude. Mais maintenant, alors que le crépuscule s'installait doucement sur le quartier et que l'agente Rodriguez avait depuis longtemps terminé ses rapports et était partie en assurant qu'elle prendrait des nouvelles de la famille le lendemain, Marcus savait que le moment d'éviter l'énorme et bouleversante conversation personnelle était enfin arrivé. Le poids de 8 années de malentendus, d'occasions manquées, de temps perdu et de secrets qui changent une vie pesait dans l'air entre lui et Sarah comme une présence physique qui ne pouvait plus être ignorée. « Charlotte, ma chérie », dit doucement Sarah à sa fille, sa voix encore faible, mais nettement plus forte qu'elle ne l'avait été quelques heures plus tôt. « Pourrais-tu vérifier une dernière fois si Mia et Zoé dorment confortablement et peut-être organiser ces nouveaux livres que M. Thompson a apportés pour toi? Lui et moi devons discuter de questions très importantes d'adultes qui pourraient être déroutantes pour de petites oreilles. » Charlotte regarda les deux adultes avec la sagesse intuitive que certains enfants développent lorsque les circonstances les forcent à mûrir bien au-delà de leur âge chronologique. La tension entre eux était évidente et presque tangible, mais elle semblait différente maintenant de ce qu'elle avait été plus tôt. Moins comme de la peur ou de la colère et plus comme le genre de conversation sérieuse et pesante qui se produit lorsque des décisions importantes et qui changent la vie doivent être prises par des adultes responsables. « Est-ce que cette conversation concerne mon papa? » demanda tranquillement Charlotte. Sa question perspicace a touché la cible émotionnelle avec une précision et une franchise dévastatrices qui ont pris les deux adultes complètement par surprise. Le souffle de Sarah se coupa de manière audible dans sa gorge, et Marcus sentit ce resserrement familier dans sa poitrine qui semblait se produire chaque fois que Charlotte mentionnait son père absent. Seulement maintenant, la sensation était amplifiée de manière exponentielle par sa certitude croissante quant à la vérité de leur relation. « Il s'agit de choses très compliquées qui se sont passées avant ta naissance, » répondit Sarah prudemment, choisissant chaque mot avec une délibération et une inquiétude évidente. « Mais Charlotte, peu importe ce dont nous discutons ce soir, peu importe ce que nous décidons ou les changements qui pourraient se produire, je veux que tu comprennes parfaitement que toi et tes sœurs étaient les choses les plus précieuses, importantes et aimées de mon monde entier, et que cela ne changera jamais, jamais. » Après que Charlotte eut quitté la pièce à contre-cœur, fermant la porte derrière elle avec la considération attentive d'un enfant qui comprenait la gravité et l'importance des conversations d'adultes, Sarah et Marcus restèrent assis dans un silence lourd et chargé d'émotions pendant plusieurs longues minutes. La petite chambre semblait encore plus petite et plus intime avec le poids des vérités non dites, des années de séparation et des révélations bouleversantes qui planaient entre eux comme des nuages d'orage prêts à éclater. Finalement, Sarah parla la première. Sa voix était à peine un murmure, mais portait le poids d'années de regrets et de secrets soigneusement gardés. « Je sais ce que tu penses, Marcus. Je le vois écrit sur tout ton visage. La façon dont tu as regardé Charlotte, la façon dont tu as tenu Mia comme si elle appartenait à tes bras. Tu as compris, n'est-ce pas? » « Ai-je compris? » répondit Marcus, sa propre voix tendue par l'énorme effort de contrôler des émotions qui menaçaient de le submerger complètement. « Parce que ce que je pense avoir compris, c'est que j'ai manqué 8 précieuses années de la vie de ma fille. Je pense avoir réalisé que tu as disparu de ma vie sans aucune explication et que tu m'as laissé croire que notre relation, notre amour, notre avenir ensemble n'étaient tout simplement pas assez importants pour toi pour surmonter les problèmes que nous avions. Je pense avoir découvert que pendant que je construisais un empire commercial
et que j'accumulais des richesses, mes propres enfants vivaient dans la pauvreté à seulement 20 minutes de mon bureau du centre-ville, luttant pour survivre alors que je n'avais aucune idée de leur existence. Sarah ferma les yeux fermement, de nouvelles larmes coulant des coins malgré son épuisement évident et le bilan émotionnel des révélations de la journée. Ce n'est pas si simple, Marcus, ça n'a jamais été si simple. Et ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère ou sans y penser avec angoisse chaque jour pendant 8 ans. Alors aide-moi à comprendre, dit Marcus, se penchant en avant sur la petite chaise à côté de son lit, sa voix portant à la fois le désespoir et la détermination. Explique-moi comment tu as pu prendre la décision de me cacher ce secret monumental. Aide-moi à comprendre comment tu as pu penser que je ne voudrais pas savoir l'existence de mes propres enfants. Comment tu t'es convaincu que je serais mieux sans jamais savoir que j'étais père. Sarah resta silencieuse un long moment, rassemblant non seulement sa force physique, mais aussi le courage émotionnel nécessaire pour revisiter et expliquer des décisions qu'elle avait remises en question, regrettées et justifiées à elle-même d'innombrables fois au fil des ans. Quand elle commença enfin à parler, sa voix portait le poids d'années de douleur, de regrets et de rationalisation désespérée. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Charlotte, c'était en février, et nous venions d'avoir cette terrible dispute qui a défini notre relation. À propos de ton emploi du temps et de tes priorités, commença-t-elle, ces mots prudents et mesurés, alors qu'elle essayait de recréer avec précision le paysage émotionnel d'il y a 8 ans. Tu travaillais 18 heures par jour, tu voyageais constamment pour des réunions de développement commercial, et quand j'ai essayé de parler sérieusement de notre avenir ensemble, de peut-être trouver un équilibre pour que nous puissions construire une vraie vie de couple, tu as dit très clairement que ton entreprise devait passer en premier pendant au moins les 5 à 7 prochaines années si tu voulais atteindre le niveau de succès que tu visais. Marcus se souvint de cette dispute avec une clarté douloureuse et vive. La pression croissante des investisseurs qui remettaient en question son engagement, les exigences impossibles pour essayer d'établir son entreprise sur un marché incroyablement compétitif, le poids écrasant des attentes et des obligations financières qui avaient fait de chaque relation personnelle un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais Sarah, découvrir que tu étais enceinte, apprendre que nous allions avoir un bébé ensemble, cela aurait changé chaque calcul, chaque priorité, chaque décision que je prenais. Mon propre enfant serait instantanément devenu plus important que n'importe quel contrat commercial ou objectif financier. L'aurait-il été, vraiment? Demanda Sarah, le regardant directement pour la première fois depuis son arrivée, ses yeux cherchant dans son visage une honnêteté totale. Parce que 3 jours seulement après avoir découvert que j'étais enceinte, alors que j'étais nerveuse mais excitée à l'idée de partager la nouvelle avec toi, je suis venu à ton bureau spécifiquement pour te parler du bébé. J'avais répété ce que j'allais dire. J'avais imaginé comment nous allions organiser notre avenir ensemble et j'étais sincèrement pleine d'espoir quant à ta réaction. Marcus sentit une froide sensation d'effroi commencer à se former dans son estomac alors qu'il réalisait où cette histoire menait. Sarah, ce qui s'est passé à mon bureau ce jour-là, ta secrétaire m'a dit que tu étais dans un appel conférence crucial qui ne pouvait pas être interrompu. Alors je me suis assise dans la salle d'attente pendant près d'1 heure, essayant juste de trouver le courage de partager la nouvelle la plus importante de ma vie. Continua-t-elle, sa voix gagnant en force en pouvant enfin raconter cette histoire qui avait façonné et hanté leurs 2 vies. Les murs du bureau n'étaient pas très épais, et je pouvais t'entendre très clairement. Tu parlais à quelqu'un de ton niveau d'engagement et de ta concentration sur l'entreprise, et tu as dit très explicitement que tu ne pouvais pas te permettre de distractions ou de complications en ce moment. Tu as dit que les relations personnelles et les engagements émotionnels devraient attendre que tu aies complètement sécurisé ta position sur le marché. Le souvenir frappa Marcus comme un coup de poing dévastateur, alors que l'appel conférence lui revenait en mémoire avec une clarté parfaite et horrible. Il avait parlé à un investisseur potentiel particulièrement exigeant qui s'était demandé si Marcus était assez sérieux et assez concentré pour mériter un investissement financier important. Quelqu'un qui avait spécifiquement exprimé des inquiétudes quant au fait que les jeunes entrepreneurs se laissent distraire par des relations personnelles à des étapes de développement cruciales. Tu pensais que je parlais de toi, réalisa Marcus avec une horreur croissante, comprenant exactement comment ces mots auraient pu sonner pour quelqu'un qui n'avait pas le contexte complet.
De nous, de notre relation. Je pensais que tu parlais de tout notre avenir ensemble. Corrigea Sarah, ses larmes coulant plus librement maintenant alors qu'elle revivait ce moment dévastateur. Je pensais que tu disais à un investisseur ou à un partenaire commercial que j'étais une distraction, que notre relation était quelque chose qui devait être reporté ou éliminé pour que tu puisses te concentrer sur ce qui comptait vraiment pour toi. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, dit Marcus d'urgence. Je rassurais un investisseur potentiel qui s'inquiétait de mon niveau de concentration. Je parlais d'éviter les rencontres occasionnelles ou les relations superficielles. Pas de toi, jamais de toi. Mais je ne le savais pas, répondit Sarah, sa voix brisée par la douleur et la confusion ravivée. Et puis, alors que je quittais le bâtiment, le cœur complètement brisé et confuse, j'ai entendu deux de tes associés parler en attendant l'ascenseur. Ils plaisantaient en fait sur le fait que Thompson était bien trop intelligent et ambitieux pour se laisser piéger ou lier par une femme alors qu'il est si près de faire fortune. Ils riaient de la façon dont tu avais appris à garder tes priorités en ordre. Marcus se sentit physiquement malade alors que l'ampleur et la dévastation du malentendu devenaient limpides. Chaque mot que Sarah avait entendu pouvait être interprété exactement comme elle l'avait compris, même si la réalité avait été complètement, tragiquement différente. Ses associés avaient fait des commentaires grossiers et ignorants, basés sur leur propre compréhension limitée de sa situation, ne reflétant pas ses sentiments ou intentions réelles. Alors, tu as décidé de partir sans jamais me donner la chance d'expliquer ou de clarifier ce que tu avais entendu, dit Marcus, bien qu'il commençât à comprendre la logique émotionnelle qui avait motivé sa décision, même s'il ne pouvait pas être d'accord avec elle. J'avais 24 ans, Marcus, dit Sarah, sa voix lourde du poids de la peur et des circonstances écrasantes ravivées. J'étais enceinte, terrifiée, complètement convaincue que je n'étais rien de plus qu'un obstacle gênant à ton succès et à ton bonheur. Je pensais être noble et pleine d'abnégation, te sauvant d'une responsabilité qui pourrait faire dérailler tes rêves et tes ambitions, et protégeant mon bébé d'avoir un père qui pourrait finir par lui en vouloir d'avoir compliqué sa vie soigneusement planifiée. Notre bébé, corrigea Marcus avec une ferme conviction, sa voix rauque d'émotion. Charlotte était notre bébé, et la décision sur la façon de gérer la grossesse aurait dû être la nôtre, à prendre ensemble, et en tant que partenaire, et en tant que personne qui s'aimait. Sarah hocha lentement la tête, reconnaissant la vérité fondamentale de ses paroles, tout en essayant de l'aider à comprendre l'état d'esprit qui avait motivé ses choix. Et quand j'étais enceinte de 6 mois, et que j'ai découvert que j'attendais en fait des jumelles, la situation est devenue encore plus écrasante et impossible. 3 bébés, Marcus. Je travaillais à 2 emplois à temps partiel comme serveuse. Je vivais dans un minuscule studio qui avait à peine de la place pour moi, sans parler de 3 enfants. Et j'étais absolument terrifié par l'ampleur de ce que je m'étais engagé à gérer seul. Marcus passa les 2 mains dans ses cheveux de frustration et d'incrédulité, essayant de mesurer toute l'ampleur de ce qui avait été perdu à cause de malentendus, d'une mauvaise communication et d'un timing tragique. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté quand elles sont nées? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté quand tu avais des difficultés financières? Quand tu avais besoin d'aide? Quand Charlotte a commencé à poser des questions sur son père? Croyais-tu vraiment que je tournerais le dos à mes propres enfants si je savais qu'ils existaient? À ce moment-là, Thomson Industries prenait déjà son envol de façon spectaculaire. Admis Sarah, la honte et le regret colorant sa voix. Tu faisais la une des magazines économiques. Tu donnais des interviews sur des applications technologiques innovantes. Tu étais reconnu comme l'un des jeunes entrepreneurs les plus prometteurs de la région. Pendant ce temps, je joignais à peine les 2 bouts. J'achetais des couches avec des bons de réduction et des offres de magasins discount. Je choisissais entre payer le chauffage ou l'épicerie certains mois. Elle fit une pause, luttant avec le poids émotionnel de ses souvenirs. J'avais complètement honte de là où j'avais atterri par rapport à là où tu te dirigeais. Tu étais devenu cet homme puissant, accompli, qui réussissait et qui changeait des industries entières, et moi, j'étais juste une mère célibataire en difficulté qui pouvait à peine garder les lumières allumées. Je me suis convaincu que ta vie était meilleure sans les complications et les responsabilités que nous représentions. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision unilatéralement, dit Marcus, bien que sa colère soit de plus en plus tempérée par sa compréhension croissante de la situation isolée
écrasante et impossible qu'elle avait dû ressentir. Je le sais maintenant, murmura Sarah, sa voix remplie d'années de regrets accumulés. Surtout ces dernières années, en voyant Charlotte poser des questions de plus en plus sophistiquées sur son père, en voyant à quel point elle essaie de s'occuper de nous tous parce qu'elle se sent responsable de notre bien-être. Elle te ressemble tellement, Marcus, brillante, déterminée et complètement dévouée à protéger et à subvenir aux besoins des gens qu'elle aime. Parfois, ça me brise le cœur de l'avoir porté des fardeaux et des responsabilités qui ne devraient jamais appartenir à une enfant de 7 ans. Marcus pensa à la maturité et à la compétence remarquable de Charlotte, à ses instincts protecteurs envers ses jeunes sœurs, à sa décision courageuse d'appeler le 911 lorsqu'elle se sentait menacée, à sa volonté de parcourir de dangereuses distances sous une chaleur extrême pour obtenir des médicaments pour sa mère. Tous des traits et des caractéristiques qu'il reconnaissait de sa propre enfance, de sa propre volonté de prendre soin de sa famille lorsque les circonstances exigeaient plus que ce que l'on devrait attendre de quelqu'un de si jeune. Elle m'a appelé Monsieur Thompson, dit doucement Marcus, la réalité de la situation le frappant avec une nouvelle force émotionnelle. Ma propre fille m'a traité comme un gentil étranger et m'a remercié poliment d'avoir aidé des personnes dont elle n'avait aucune idée qu'elles étaient sa propre famille. Elle ne sait rien de spécifique sur toi, Marcus, dit Sarah d'urgence, voulant être complètement claire sur la compréhension de Charlotte de la situation. Je ne leur ai jamais dit ton nom ni aucun détail d'identification. J'ai juste dit que leur père était un homme bon et honorable qui avait un travail très important à faire qui l'obligeait à être ailleurs. Pourquoi as-tu choisi de le présenter de cette façon au lieu de leur dire que je les avais abandonnés ou que je ne voulais pas d'eux? Sarah resta silencieuse pendant plusieurs instants, choisissant ses mots avec une attention particulière. Parce que malgré tout, malgré toute ma peine, ma confusion et ma colère, je n'ai jamais cessé de croire que tu étais fondamentalement une bonne personne. Et je ne voulais pas que mes enfants passent leur enfance à se demander pourquoi ils n'étaient pas assez aimables ou assez importants pour que leur père les choisisse plutôt que sa carrière. Je ne voulais pas qu'ils aient l'impression d'être en compétition avec le travail pour l'attention et l'affection de leur père. L'ironie était à la fois dévastatrice et magnifique dans sa complétude. Marcus avait passé 8 ans à construire un empire commercial, poussé en partie par le chagrin d'avoir perdu Sarah et le besoin de se prouver digne de succès, croyant qu'il créait quelque chose de significatif et de durable qui justifierait tous ses sacrifices. Pendant ce temps, ses propres enfants avaient grandi en croyant que leur père avait choisi le travail plutôt que la famille, l'exact opposé de ce qui aurait été vrai s'il avait su leur existence et avait eu l'occasion de faire des choix éclairés sur ses priorités. Sarah, dit finalement Marcus, sa voix portant la conviction absolue d'une certitude totale. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose qui est plus vrai que tout ce que j'ai jamais dit dans ma vie. Si j'avais su pour Charlotte, pour Mia et Zoé, si j'avais su que tu étais enceinte et que tu avais besoin de soutien, rien d'autre au monde n'aurait compté plus que d'être leur père et de prendre soin de vous toutes. Aucun contrat commercial, aucune somme d'argent, aucun niveau de succès professionnel ou de reconnaissance n'aurait été plus important que de faire partie de leur vie quotidienne et de les voir grandir. Sarah étudia attentivement son visage, cherchant le moindre soupçon de doute, de réserve ou d'exagération polie, et sembla ne trouver qu'une sincérité totale et une conviction inébranlable. Je te crois, dit-elle doucement, et pour la première fois, sa voix portait l'espoir au lieu de la peur. En regardant comment tu as géré tout aujourd'hui, en voyant avec quel naturel et quel amour tu interagis avec elle, en étant témoin de ta volonté immédiate de prendre la responsabilité de leur bien-être, je te crois complètement. Et Marcus, j'ai besoin que tu saches à quel point je suis profondément, profondément désolé de te les avoir cachés. J'étais jeune, effrayé et fier, et j'ai pris des décisions basées sur la peur et les suppositions au lieu de la foi et de la communication. Marcus rapprocha sa chaise du lit, prenant doucement sa main dans les siennes, tout en faisant attention de ne pas déranger la perfusion que le Dr. Harrison avait placée. Nous ne pouvons pas changer ou défaire les 8 dernières années, Sarah. Nous ne pouvons pas récupérer le temps que nous avons perdu ou les expériences que nous avons manquées, mais nous pouvons absolument changer ce qui se passe à partir de ce moment, dès maintenant. Qu'est-ce que tu dis exactement? Demanda-t-elle,
bien que l'espoir commença à remplacer la peur et l'incertitude dans ses yeux. Je dis que je veux être leur père de toutes les manières qui comptent et de toutes les manières possibles, répondit Marcus avec une détermination totale. Je veux faire partie de leur vie quotidienne, de leurs moments importants et de leurs moments ordinaires. Je veux aider Charlotte avec ses devoirs, apprendre aux jumelles à faire du vélo et d'être là pour les histoires du soir, les crêpes du matin et tout ce que j'ai déjà manqué. Il fit une pause, étudiant attentivement son visage. Et Sarah, si tu me le permets, si tu es prête à me faire confiance et à nous donner une autre chance, je veux aussi faire à nouveau partie de ta vie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai passé 8 ans à essayer de me convaincre que tu étais parti pour toujours, à essayer de passer à autre chose et de construire une vie sans toi. Mais en te voyant aujourd'hui, en me rappelant qui nous étions ensemble et qui nous pourrions être à nouveau, je ne t'ai jamais oublié. Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes qui semblaient complètement différentes de toutes celles qu'elle avait versées plus tôt dans la journée. Celles-ci semblaient être des larmes de possibilité, d'espoir et de joie prudente plutôt que de douleur et de regret. Les jumelles, Marcus, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Tu dois comprendre et accepter que Mia et Zoé sont aussi tes filles. Toutes les trois sont les tiennes, complètement et pour toujours. Marcus sentit sa compréhension de sa propre identité et de son but s'élargir de la manière la plus merveilleuse et la plus écrasante imaginable. Trois filles, dit-il avec émerveillement et une joie pure évidente dans sa voix. J'ai trois filles magnifiques et incroyables. Du salon, il pouvait entendre la douce voix de Charlotte chanter doucement une berceuse à ses sœurs. Sa jeune voix était remplie de ce genre d'amour pur et protecteur qui avait d'une manière ou d'une autre maintenu cette petite famille en difficulté unie à travers des années de difficultés, d'incertitudes et d'espoirs différés, mais jamais abandonnés. Demain, dit Marcus, serrant la main de Sarah avec une conviction douce mais ferme, nous commençons à construire la vie et la famille que nous aurions dû avoir depuis le début. Nous tous, ensemble, comme cela a toujours été censé être. Mais alors que la soirée s'installait paisiblement autour d'eux et que la maison devenait silencieuse avec le sommeil sûr et reposant d'enfants, qui se sentaient enfin complètement en sécurité et aimés, Marcus ne pouvait se défaire du sentiment que, bien qu'ils aient résolu le mystère du passé et ouvert la porte à un bel avenir, le véritable défi serait d'apprendre à faire confiance à la possibilité d'un bonheur durable, alors qu'aucun d'entre eux ne l'avait jamais connu auparavant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cet après-midi qui avait changé leur vie sur la rue Maple, et la petite maison bleue avait été transformée de manière visible et invisible. Le rétablissement de Sarah avait été remarquablement rapide sous les soins continus du Dr. Harrison, et elle était maintenant assez forte pour être debout et active pendant la majeure partie de la journée, bien qu'elle se fatigue encore facilement et ait besoin de fréquentes périodes de repos. Les changements les plus évidents étaient physiques. Un nouveau toit qui ne fuyait plus pendant les orages, de la peinture fraîche sur les murs extérieurs, une clôture réparée qui se tenait maintenant droite et fière, et une cour qui avait été aménagée par des professionnels avec de l'herbe adaptée aux enfants et une petite aire de jeu. À l'intérieur, la maison avait été subtilement améliorée avec de meilleurs meubles, un nouveau réfrigérateur qui gardait vraiment les aliments au froid et une climatisation centrale qui rendait la chaleur estivale supportable. Mais les changements les plus significatifs se produisaient dans les relations qui se reconstruisaient soigneusement entre 4 personnes qui apprenaient à être une famille. Marcus passait toutes ses soirées à la maison après le travail et des week-ends entiers, s'intégrant progressivement au rythme quotidien de la vie avec 3 jeunes enfants. Le processus était plus complexe que n'importe quelle fusion d'entreprise qu'il avait jamais négociée. « Papa Marcus, regarde ça !» cria Charlotte depuis la nouvelle balançoire, sa voix remplie de ce genre de joie pure qui avait manqué à sa vie pendant trop longtemps. Elle avait pris l'habitude de l'appeler Papa Marcus comme un compromis, reconnaissant leur relation tout en maintenant une certaine distance émotionnelle, alors qu'elle s'adaptait à avoir une figure paternelle dans sa vie. Marcus leva les yeux de l'endroit où il était assis sur les marches arrière, aidant Zoé, 3 ans, à colorier dans un nouveau livre de coloriage. « Je regarde, ma chérie. Montre-moi ce que tu sais faire. » Charlotte poussa plus fort sur ses jambes, se balançant plus haut que la partie de Marcus soucieuse de la sécurité n'était entièrement à l'aise, mais il apprenait à la laisser tester ses propres limites. « Regarde comme je peux aller haut.
Je parie que je pourrais passer par-dessus si j'essayais assez fort. Ne testons peut-être pas cette théorie tout de suite, répondit Marcus, essayant de trouver l'équilibre entre le soutien et la protection qu'il apprenait encore à naviguer. 3 semaines de paternité lui avaient appris que l'éducation des enfants impliquait une tension constante entre le désir de protéger ses enfants de tout mal possible et la reconnaissance qu'ils avaient besoin d'espace pour grandir et explorer. Sarah apparut à la porte arrière, portant un plateau avec de la limonade et des sandwichs, se déplaçant avec l'allure prudente de quelqu'un qui retrouvait encore toute sa force. C'est l'heure du déjeuner. Tout le monde. Charlotte, descend de là avant de donner une crise cardiaque à ton père. Le mot « père » provoquait encore un petit frisson chez Marcus chaque fois que Sarah le disait naturellement, sans la considération attentive qui avait marqué leur conversation au premier jour de ce nouvel arrangement. Ils apprenaient tous à être à l'aise avec la réalité de leur situation, mais certains moments semblaient encore fragiles, comme si le mauvais mot ou le mauvais geste pouvait briser la paix soigneusement construite qu'ils étaient en train de bâtir. « Mia fait de la sieste ?» demanda Marcus alors que Sarah s'asseyait à côté de lui sur les marches, notant que seule Zoé, âgée de 3 ans, était avec eux dans le jardin. « Elle s'est enfin endormie il y a environ 20 minutes, » répondit Sarah, acceptant le verre de limonade qu'il lui offrait. « Elle a lutté contre sa sieste de l'après-midi toute la semaine. Je pense qu'elle a peur de manquer quelque chose d'important si elle dort. » Marcus sourit à la description, reconnaissant sa propre tendance à résister au repos lorsque des choses intéressantes se produisaient. Elle a définitivement la volonté des Thompson d'être impliquée dans tout. Hier, elle a insisté pour m'aider à examiner les rapports trimestriels parce qu'elle a vu Charlotte faire ses devoirs et voulait aussi faire un travail important. En parlant de travail important, dit Sarah, son ton devenant plus sérieux, nous devons parler de certaines questions pratiques. Des choses légales que nous avons évitées, mais que nous ne pouvons plus repousser. Marcus sentit une tension familière dans sa poitrine. Au cours des 3 dernières semaines, ils avaient fonctionné dans une sorte de bulle, se concentrant sur les besoins immédiats de l'intégration familiale et évitant les implications juridiques et sociales plus complexes de leur situation. Mais Sarah avait raison. Il y avait des questions officielles qui devaient être abordées. Les actes de naissance, dit Marcus, comprenant immédiatement. Entre autres choses, acquiesça Sarah. Charlotte et les jumelles n'ont aucun père légal mentionné. Si nous voulons rendre cela officiel, si tu veux les pleins droits et responsabilités parentaux, il y a des démarches que nous devons entreprendre. Charlotte avait fini de se balancer et était maintenant assise en tailleur dans l'herbe, faisant une chaîne de Margaret avec la concentration qu'elle apportait à tous ses projets. Zoé avait abandonné son livre de coloriage et tentait d'attraper des papillons qui échappaient sans cesse à ses petites mains. « Je le veux, » dit Marcus sans hésitation. « Je veux être leur père légal de toutes les manières possibles. » Mais Sarah, qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour notre relation? C'était la question autour de laquelle il tournait depuis des semaines. Marcus passait la plupart de ses heures non travaillées à la maison, avait essentiellement réorganisé sa vie autour des besoins de sa famille nouvellement découverte, mais son statut officiel restait ambigu. Il dormait dans son appartement de luxe en centre-ville, tandis que son cœur et son attention étaient entièrement concentrés à 20 minutes de là, dans un quartier modeste où sa vraie vie se déroulait. « Je ne sais pas, » admit honnêtement Sarah. « Cette situation n'est pas exactement livrée avec un manuel. Nous ne sommes pas mariés. Nous avons rompu il y a 8 ans dans des circonstances compliquées. Et maintenant, nous essayons de coéduquer 3 enfants tout en essayant de savoir si nous pouvons reconstruire ce que nous avions. »« Veux-tu le reconstruire ?» demanda doucement Marcus, la question portant le poids de toute leur histoire commune et de leur avenir incertain. Sarah resta silencieuse un long moment, regardant leur fille jouer dans le jardin que Marcus avait transformé de terre et de mauvaises herbes en un espace sûr et magnifique pour que les enfants grandissent. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, Marcus, mais l'amour n'était pas notre problème il y a 8 ans. La communication l'était, la confiance l'était. Faire des suppositions sur ce que l'autre personne voulait au lieu de demander directement. « Alors, nous apprenons à mieux communiquer, dit Marcus. Nous posons des questions directes et donnons des réponses honnêtes. C'est plus compliqué que ça quand des enfants sont impliqués, » répondit Sarah, sa voix douce mais réaliste. « Charlotte commence tout juste à te faire confiance, à croire que tu vas rester.
Les jumelles se lient magnifiquement avec toi, mais elles sont aussi à un âge où la cohérence et la stabilité sont cruciales. Si nous essayons d'être à nouveau un couple et que ça ne marche pas, Marcus comprit parfaitement son inquiétude. Tu as peur que si notre relation amoureuse échoue, je les quitte aussi. Je m'inquiète de beaucoup de choses, admit Sarah. Je m'inquiète que tu te lasses du bruit constant et du chaos qui accompagne 3 jeunes enfants. Je m'inquiète que ton entreprise exige plus de ton temps et de ton attention que nous ne pouvons en donner. Je m'inquiète que la réalité de la vie de famille quotidienne soit différente de ce que tu imagines. C'est une des préoccupations justes, réalisa Marcus, surtout compte tenu de leur histoire. Que puis-je faire pour prouver que ces choses n'arriveront pas? Du temps, dit simplement Sarah. De la constance. Être là non seulement pour les moments amusants, mais aussi pour les moments difficiles. Les enfants de malades à 3 heures du matin, les crises de colère dans les supermarchés, les réunions scolaires et les visites chez le médecin, et toutes les parties banales et épuisantes de la parentalité qui ne semblent pas magiques ou significatives sur le moment. Comme s'il était invoqué par leur conversation, Mia apparut à la porte arrière, les cheveux ébouriffés par le sommeil et son petit visage froissé par l'expression grincheuse d'un enfant qui s'était réveillé désorienté. « Maman, j'ai fait un cauchemar, annonça-t-elle, sa voix encore pâteuse de sommeil. Sarah commença à se lever, mais Marcus bougeait déjà. « Je m'en occupe, dit-il, prenant Mia dans ses bras avec l'aisance qu'il avait développée au cours des 3 dernières semaines. « Qu'est-ce qui était effrayant dans ton rêve, ma chérie? »« Il y avait un grand monstre, et il t'a fait partir, » dit Mia, enroulant ses petites bras autour de son cou avec la confiance totale qui étonnait encore Marcus chaque fois qu'il la ressentait. Et maman était triste et Charlotte pleurait. Marcus sentit son cœur se briser un peu face aux peurs inconscientes que sa fille de 3 ans traitait à travers ses rêves. « Eh bien, il n'y a pas de monstre ici, » dit-il doucement, se rasseyant sur les marches avec Mia sur ses genoux. « Et je ne vais nulle part. »« Promis ?» demanda Mia, le regardant avec ses yeux verts sérieux qui ressemblaient tant aux siens. « Je le promets, » dit Marcus, le pensant de chaque fibre de son être. « Papa Marcus va être juste là, à prendre soin de toi et de tes sœurs et de ta maman. » Charlotte leva les yeux de sa chaîne de Margaret, ayant entendu la conversation. « Papa Marcus, et si ton travail a besoin que tu partes loin? » Le papa de mon amie Jessica a dû déménager dans un autre État pour son travail, et maintenant elle ne le voit que parfois. La question frappa Marcus plus fort qu'il ne s'y attendait. L'inquiétude de Charlotte était basée sur une expérience réelle. Elle avait vu avec quelle facilité les pères pouvaient disparaître de la vie des enfants, et elle se protégeait en s'attendant à ce que cela se produise un jour. « Charlotte, viens ici 1 minute, » dit doucement Marcus. Quand elle se fut installée à côté de lui sur les marches, il la regarda sérieusement, ainsi que Sarah. « Je veux vous dire quelque chose d'important sur mon travail et mes priorités. Quand j'étais plus jeune, avant de savoir pour vous les filles, le travail était la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que le succès signifiait construire la plus grande entreprise et gagner le plus d'argent possible. » Charlotte écoutait avec la concentration intense qu'elle accordait aux conversations importantes, tandis que Zoé s'était approchée pour s'appuyer contre les jambes de Sarah, et Mia restait blottie dans les bras de Marcus. « Mais maintenant, je comprends que le succès signifie vraiment avoir des gens que l'on aime et qui nous aiment en retour. Mon travail est important et je suis bon dans ce que je fais, mais vous, les filles, et votre maman, êtes les choses les plus importantes dans mon monde. Alors, j'ai fait des changements. » « Quel genre de changement? » demanda Charlotte, son esprit analytique voulant des détails plutôt que de vagues assurances. Marcus sourit à sa franchise, reconnaissant son propre besoin d'informations concrètes. « J'ai embauché plus de gens pour gérer les parties de l'entreprise qui m'obligeaient à voyager. J'ai modifié mes heures de bureau pour pouvoir être ici tous les soirs pour le dîner et les histoires du soir. Et j'ai dit à tous ceux qui travaillent avec moi que mon temps en famille n'est pas négociable. »« Qu'est-ce que ça veut dire? » insista Charlotte. « Cela signifie qu'à moins d'une véritable urgence, comme quelqu'un de blessé ou le bâtiment en feu, je ne prends pas d'appel professionnel, ni n'assiste à des réunions pendant les heures où je devrais être avec vous, » expliqua Marcus. « Cela signifie que j'ai choisi de gagner moins d'argent pour avoir plus de temps avec les gens que j'aime. » Sarah parut surprise de cette révélation. « Marcus, tu ne m'as pas dit que tu avais restructuré ton emploi du temps. » « Je voulais le prouver par des actions plutôt que par de simples promesses, » répondit Marcus.
Au cours des 3 dernières semaines, j'ai refusé 2 voyages d'affaires internationaux, délégué 3 présentations clients majeures et embauché un chef de projet supplémentaire pour ne plus avoir à travailler le soir. Charlotte semblait traiter cette information avec soin. Alors, si j'avais une pièce de théâtre à l'école ou quelque chose comme ça, tu viendrais même si le travail voulait que tu fasses autre chose? Je serais au premier rang, promit Marcus, avec un appareil photo et probablement en t'embarrassant en applaudissant trop fort. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Charlotte lui sourit vraiment, sans réserve. Pas le sourire poli et prudent qu'elle lui avait donné, mais une véritable expression de joie et de confiance. Ça a l'air plutôt bien, dit-elle, et Marcus eut l'impression de venir de remporter la négociation la plus importante de toute sa vie. 2 mois plus tard, l'air matinal d'octobre portait la promesse fraîche de l'automne alors que Marcus était assis dans sa voiture devant l'école primaire de Charlotte, attendant la réunion parents-professeurs qui représentait une autre étape dans son parcours pour devenir un vrai père. Il avait assisté à des dizaines de réunions d'affaires et enjeux élevés, négocié des contrats de plusieurs millions de dollars et fait des présentations devant des conseils d'administration hostiles, mais d'une manière ou d'une autre, la perspective de discuter des progrès scolaires de sa fille de 8 ans le rendait plus nerveux que n'importe quel défi d'entreprise ne l'avait jamais fait. Sarah sortit du bâtiment de l'école, son visage illisible alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Ils avaient décidé d'assister à la réunion ensemble, présentant un front uni en tant que parents de Charlotte, malgré la complexité de leur relation personnelle, qui restait soigneusement indéfinie mais se renforçait régulièrement. Comment ça s'est passé? Demanda Marcus alors que Sarah s'installait sur le siège passager. Compliqué, répondit Sarah. Bien qu'elle ne semble pas contrariée, Madame Peterson veut discuter de certaines choses avec nous deux. Elle a dit que Charlotte est exceptionnelle. Marcus sentit une vague familière de fierté mêlée d'inquiétude. Au cours des 2 derniers mois, il avait observé l'intelligence et la maturité remarquables de Charlotte, mais il avait également vu des signes qu'elle pourrait avoir des difficultés d'intégration sociale et de comportement adaptés à son âge. Exceptionnel comment? Demanda-t-il alors qu'il retournait vers le bâtiment de l'école. Attendons d'entendre ce qu'elle a à dire, suggéra Sarah. Bien que Marcus puisse voir à la fois l'inquiétude et l'excitation dans son expression. Madame Peterson, l'enseignante de 3e année de Charlotte, était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants, et le genre de calme qui suggérait des décennies d'expérience avec les enfants et leurs besoins complexes. Sa classe était lumineuse et accueillante, avec des œuvres d'élèves couvrant les murs et des postes d'apprentissage disposés pour encourager les activités individuelles et de groupe. Merci à vous deux d'être venus, dit Madame Peterson, leur faisant signe de s'asseoir à la petite table qu'elle avait installée près de son bureau. Je voulais vous rencontrer parce que Charlotte est l'une des élèves les plus remarquables que j'ai rencontrées en 27 ans d'enseignement. Marcus et Sarah échangèrent des regards, ne sachant pas si cela menait à des éloges ou à de l'inquiétude. Les capacités académiques de Charlotte sont extraordinaires, continua Madame Peterson, ouvrant un dossier rempli d'exemples du travail de Charlotte. Elle lit à un niveau de lycée, ses compétences en raisonnement mathématique sont hors normes, et son expression écrite est sophistiquée bien au-delà de ce que j'attendrais d'une élève de 3e année. Elle leur montra des essais que Charlotte avait écrits, des problèmes de mathématiques qu'elle avait résolus en utilisant des méthodes qui ne seraient généralement pas enseignées avant le collège, et des fiches de lecture sur des romans bien au-dessus de son niveau scolaire. C'est merveilleux, dit Sarah. Bien que sa voix porte une note d'incertitude, mais je sens qu'il y a un cependant qui arrive. Cependant, confirma Madame Peterson avec un léger sourire, le développement social et émotionnel de Charlotte est plus complexe. Elle a des difficultés à se lier avec ses pairs parce que ses intérêts intellectuels sont si avancés, mais elle porte aussi un niveau de responsabilité et de sérieux qui est inhabituel pour son âge. Marcus sentit son estomac se nouer. Vous voulez dire qu'elle ne s'intègre pas avec les autres enfants de 8 ans? Je veux dire qu'elle agit souvent plus comme une jeune adulte que comme une enfant, répondit doucement Madame Peterson. Elle organise les autres élèves, prend en charge les projets de groupe et essaie fréquemment d'aider ses camarades avec des problèmes qu'elle perçoit comme simples, mais qui sont en fait assez difficiles pour des enfants de leur âge. Sarah se pencha en avant, son inquiétude évidente. Est-ce qu'elle est autoritaire? Est-ce que les autres enfants ne l'aiment pas? Ce n'est pas si simple,
expliqua Madame Peterson. Les autres enfants admirent en fait beaucoup Charlotte. Elle est gentille et serviable, et elle a des qualités de leader naturel. Mais elle semble aussi se sentir responsable de tout le monde autour d'elle, d'une manière qui suggère qu'elle porte des responsabilités d'adulte depuis un certain temps. Maintenant, Marcus et Sarah savaient tous deux exactement ce que Madame Peterson observait. Charlotte avait été la gardienne de la famille, celle qui s'assurait que ses petites sœurs étaient nourries et en sécurité, qui appelait à l'aide quand sa mère était malade, qui naviguait dans des situations d'adultes avec une compétence remarquable, parce que les circonstances l'avaient exigé. « Que recommandez-vous » demanda Marcus, son esprit d'homme d'affaires sautant immédiatement aux solutions et aux plans d'action. « Je pense que Charlotte bénéficierait considérablement d'une accélération scolaire, dit Mme Peterson. Elle a besoin de défis intellectuels qui correspondent à ses capacités. Mais je pense aussi qu'elle a besoin de la permission d'être une enfant, de jouer et d'être idiote, et de ne pas se sentir responsable de la gestion du bien-être de tout le monde. » « Accélération scolaire signifie quoi exactement » demanda Sarah. « Il y a plusieurs options que nous pourrions explorer. Charlotte pourrait sauter une classe, bien que cela puisse parfois créer des défis sociaux. Elle pourrait participer à des programmes pour surdoués qui lui permettent de travailler sur des projets avancés tout en restant avec ses pairs de son âge. Ou elle pourrait fréquenter une école spécialisée conçue pour les enfants intellectuellement doués. » Marcus sentit ses instincts protecteurs s'activer immédiatement. Changer d'école serait-il traumatisant pour elle? Elle commence tout juste à s'installer ici. Cela dépend entièrement de Charlotte et de ce qu'elle veut, répondit Mme Peterson. Certains enfants surdoués s'épanouissent dans des environnements spécialisés où ils sont entourés de pairs intellectuels. D'autres s'en sortent mieux dans des contextes traditionnels où ils apprennent à naviguer avec différents types de personnes et de situations. « Que dit Charlotte quand vous lui parlez de ça » demanda Sarah. Madame Peterson sourit à la question. Charlotte dit qu'elle aime apprendre de nouvelles choses, mais elle s'inquiète de laisser ses sœurs. Elle craint aussi de se faire des amis qui ne la trouveront pas bizarre de lire des livres sur la science et l'histoire au lieu de la fiction adaptée à son âge. La description brisa un peu le cœur de Marcus. Sa brillante fille s'inquiétait d'être trop intelligente, de se démarquer d'une manière qui pourrait la rendre moins aimable ou acceptable pour ses pairs. « Pouvons-nous réfléchir à cette décision » demanda Sarah. « Peut-être en discuter avec Charlotte et voir avec quoi elle est à l'aise. » « Bien sûr, acquiesça Mme Peterson, mais je vous encouragerai à prendre une décision assez rapidement. Charlotte s'ennuie clairement avec le programme actuel, et les enfants surdoués qui s'ennuient développent parfois des problèmes de comportement ou perdent leur enthousiasme pour l'apprentissage. » Alors qu'ils quittaient l'école et retournaient à la voiture de Marcus, les deux parents étaient silencieux, digérant les implications de ce qu'ils avaient appris. « C'est moi qui lui ai fait ça », dit finalement Sarah, sa voix lourde de culpabilité. « Je l'ai faite grandir trop vite parce que j'avais besoin qu'elle soit responsable de choses qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait gérer. »« Nous lui avons tous les deux fait ça », répondit fermement Marcus. « Mon absence signifiait que tu étais dépassé et que tu avais besoin de son aide. Le fait que je ne sache pas pour elle ait créé les circonstances qui ont forcé Charlotte à devenir plus mature qu'elle n'aurait dû l'être. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Sarah. Marcus s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face directement. « Nous lui donnons tout ce dont elle a besoin pour s'épanouir. La meilleure éducation, les meilleures opportunités et surtout, la chance d'être à la fois brillante et d'avoir 8 ans. Cela pourrait signifier une école privée, des programmes spécialisés, des choses qui coûtent beaucoup d'argent, » avertit Sarah, bien que son ton suggère qu'elle testait son engagement plutôt qu'elle n'exprimait une réelle inquiétude financière. « Sarah, je dépenserai chaque dollar que j'ai si cela signifiait donner à Charlotte, à toutes nos filles, le meilleur avenir possible, » dit Marcus avec une conviction totale. « L'argent n'est qu'un outil. La question n'est pas de savoir si nous pouvons nous permettre de leur donner ce dont elles ont besoin. C'est de savoir si nous sommes assez courageux pour faire les changements nécessaires pour être les parents qu'elles méritent. » Des changements comme quoi? Marcus prit une profonde inspiration, se préparant à exprimer la décision qui s'était formée dans son esprit au cours des dernières semaines. Des changements comme moi vendant mon appartement de luxe en centre-ville et déménageant pour être plus proche de toi et des filles. Des changements comme nous déterminant ce que notre relation va être, officiellement et légalement.
Des changements comme nous assurant que Charlotte sache qu'elle peut être aussi intelligente qu'elle le veut, sans s'inquiéter que cela la rende différente ou indésirable. Sarah le fixa, la surprise et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir vacillant dans ses yeux. Tu veux déménager plus près? Je veux emménager, dit Marcus, les mots portant plus de poids qu'il ne l'avait prévu. Je veux me réveiller dans la même maison que mes filles tous les matins. Je veux être là pour les cauchemars au milieu de la nuit, les crêpes du matin et tout ce qui se passe entre les deux. Marcus, commença Sarah, mais il continua avant qu'elle ne puisse exprimer les inquiétudes qui se formaient. Je sais que nous avons convenu de prendre les choses lentement, de nous concentrer sur les enfants et de ne pas compliquer les choses avec notre relation. Mais Sarah, ces 2 derniers mois m'ont montré quelque chose d'important. Nous ne sommes pas seulement des coparents. Nous reconstruisons quelque chose qui a toujours été censé être. Charlotte a besoin de voir que ses parents s'aiment, que les familles peuvent être stables et permanentes. Sarah resta silencieuse un long moment, étudiant son visage. « Tu veux dire que tu veux qu'on se marie? » La question flottait dans l'air entre eux, chargée de 8 ans d'histoire, de 2 mois de reconstruction minutieuse et de l'avenir de 3 petites filles qui méritaient tout l'amour et la stabilité que leurs parents pouvaient leur offrir. « Je veux dire que je veux que nous soyons une vraie famille de toutes les manières qui comptent, » répondit Marcus. « Légalement, émotionnellement, pratiquement. Je veux que Charlotte ne s'inquiète plus jamais que je puisse partir. Je veux que Mia et Zoé grandissent en sachant que leurs parents sont engagés l'un envers l'autre et envers elles. Et oui, Sarah, je veux t'épouser. Pas parce que c'est pratique ou commode, mais parce que je t'aime et que je veux que le monde sache que nous nous appartenons. » Avant que Sarah ne puisse répondre, le téléphone de Marcus vibra avec un message texte de Charlotte, qui était chez une voisine après l'école. Le message était bref mais urgent. « Papa Marcus, Mia est tombée des barres de singe à la garderie. Ils veulent que toi et maman veniez tout de suite. »« Nous devons y aller, » dit immédiatement Sarah, toutes les autres préoccupations devenant instantanément secondaires au bien-être de leur enfant. Alors qu'il se précipitait vers la voiture de Marcus, il réalisa que c'était exactement ce qu'il avait essayé d'expliquer à Sarah. C'était de la vraie vie, des urgences inattendues, des responsabilités partagées, l'instinct immédiat de protéger leurs enfants ensemble. C'était ce que signifiait la famille, et il était prêt pour tout cela. La salle d'urgence de l'hôpital pour enfants était animée par le chaos contrôlé typique d'un après-midi chargé. Mais Marcus remarqua à peine l'activité autour de lui alors qu'il était assis, tenant Mia 3 ans, qui avait finalement cessé de pleurer et somnolait maintenant contre sa poitrine. Son bras gauche était dans un plâtre violet vif qui s'étendait de son poignet juste en dessous de son coude. Le résultat de ce que les médecins avaient confirmé être une fracture nette suite à sa chute des barres de singe de la garderie. Sarah était assise à côté d'eux, caressant doucement les cheveux de Mia tout en gardant un œil vigilant sur Zoé, qui jouait tranquillement avec un puzzle dans le coin adapté aux enfants de la salle d'attente. Charlotte se tenait près des grandes fenêtres, son petit visage pressé contre la vitre, alors qu'elle regardait les ambulances arriver et partir. Son expression était pensive et légèrement inquiète. « Le médecin a dit qu'elle guérirait complètement en 6 semaines, » murmura Marcus à Sarah, parlant doucement pour ne pas réveiller Mia. « Pas de dommages durables, pas de complications attendues. »« Je sais, » répondit Sarah, bien que la tension n'ait pas entièrement quitté sa voix. « C'est juste difficile de la voir blessée. Elle ne s'est jamais cassé un os avant. » Marcus bougea prudemment, ajustant la position de Mia sans la déranger. La superviseure de la garderie a dit qu'elle essayait de suivre les plus grands sur des équipements qui étaient probablement trop avancés pour son âge. Apparemment, elle fait ça souvent ces derniers temps. « Essayez de suivre », répéta Sarah, comprenant immédiatement l'implication. Comme sa grande sœur a toujours dû le faire. C'était vrai, et ils le reconnaissaient tous les deux. Mia et Zoé avaient inconsciemment modelé la maturité prématurée de Charlotte, tentant des activités et des comportements qui étaient au-delà de leur stade de développement parce qu'elles essayaient d'égaler les capacités remarquables de leur sœur. Charlotte se détourna de la fenêtre et s'approcha d'eux, son expression sérieuse. « Est-ce que Mia ira bien pour notre réunion de famille ce soir? » demanda-t-elle, avec la considération attentive qu'elle apportait à toutes les questions importantes. Marcus et Sarah échangèrent des regards.
Ils avaient prévu de discuter des recommandations de Madame Peterson concernant l'éducation de Charlotte, ainsi que des questions plus larges sur leur structure familiale qui avaient été soulevées lors de leur conversation à l'extérieur de l'école. Quel genre de réunion de famille? Demanda Zoé, levant les yeux de son puzzle avec un intérêt immédiat. Le genre où nous parlons de choses importantes qui nous concernent tous, répondit Charlotte, s'asseyant en tailleur sur le sol à côté de sa sœur jumelle. Comme l'école et où nous allons vivre, et si papa Marcus va être notre vrai papa officiellement. Marcus sentit son cœur faire un bond à la manière décontractée dont Charlotte l'avait appelé leur vrai papa, comme si les distinctions légales et émotionnelles avaient déjà été résolues dans son esprit. Charlotte, dit doucement Sarah, à quel point as-tu pensé à ces choses? Beaucoup, admit Charlotte avec l'honnêteté que Marcus attendait d'elle. Je vous entends, toi et papa Marcus, parler parfois quand vous pensez que je n'écoute pas. Et je me suis posé des questions, comme si nous allions rester dans notre maison ou déménager dans un endroit plus grand, et si toi et papa Marcus vous aimez comme les parents le font habituellement. La franchise de la question prit les deux adultes au dépourvu, bien qu'ils auraient probablement dû s'y attendre de la part de leur fille perspicace. Que penses-tu de ces possibilités? Demanda prudemment Marcus, sincèrement curieux de la perspective de Charlotte sur les changements qui pourraient survenir dans leur famille. Charlotte resta silencieuse un moment, organisant ses pensées avec une précision caractéristique. Je pense que ce serait bien si tu vivais avec nous tout le temps, au lieu de simplement nous rendre visite. Je pense que Mia et Zoé aimeraient t'avoir là quand elles ont peur la nuit, et je pense que maman est plus heureuse quand tu es là, même si elle essaie de le cacher parfois. Sarah sentit la chaleur monter à ses joues face à l'observation perspicace de sa fille. « Tu penses que je suis plus heureuse? » « Tu souris plus, dit simplement Charlotte. Et tu n'as pas ce regard inquiet quand tu essaies de trouver comment payer les choses ou réparer ce qui est cassé. En plus, tu ris aux blagues de papa Marcus, même quand elles ne sont pas très drôles. Marcus fit un bruit d'offense simulé. « Hey, mes blagues sont hilarantes. »« Ce sont des blagues de papa, » répondit Charlotte avec une sorte de tolérance douce qui suggérait qu'elle appréciait en fait son humour. Elles sont censées être un peu ringardes. Mia bougea dans les bras de Marcus, clignant des yeux endormis, alors que la conscience revenait. « Papa, dit-elle doucement, le seul mot portant d'une confiance et d'une affection totale. Mon bras va mieux maintenant. C'est parce que le médicament aide, expliqua Marcus, embrassant le sommet de sa tête, et parce que tu es très courageuse. On rentre à la maison maintenant? Demanda Mia, regardant autour de la salle d'attente de l'hôpital, avec la désorientation de quelqu'un qui s'était endormi dans une situation et s'était réveillé dans une autre. Bientôt, promit Sarah. Les médecins veulent juste s'assurer que tu comprends comment prendre soin de ton plâtre. Comme si elle était invoquée par ces paroles, le docteur Kim apparut avec les papiers de sortie et les instructions finales. Après avoir passé en revue les exigences de soins pour le plâtre de Mia et fixé un rendez-vous de suivi, la famille a pu enfin quitter l'hôpital alors que le soleil du soir peignait le ciel de nuances d'orange et de rose. Pendant le trajet de retour, Marcus se surprit à penser à la conversation avec Charlotte, à son analyse mature de leur dynamique familiale et à la décision qui s'était cristallisée dans son esprit tout au long des événements de la journée. Au moment où ils se garèrent dans l'allée de la petite maison bleue, il savait ce qui devait se passer ensuite. « En fait, dit Marcus alors qu'il se préparait à entrer, je pense que nous devrions avoir cette réunion de famille ce soir après tout. Il y a des choses que je veux discuter avec vous toutes. » Une fois Mia installée confortablement sur le canapé, avec son plâtre posé sur des oreillers et Zoé blottie à côté de sa sœur, Marcus et Sarah s'assirent en face à leur fille dans ce qui était devenu leur arrangement informel de conférence familiale. « D'abord, commença Marcus, je veux parler des choix d'école pour Charlotte. Madame Peterson pense que tu serais plus heureuse et plus stimulée dans un autre type de programme éducatif. » Charlotte écouta attentivement pendant que Marcus expliquait les différentes options. Programmes avancés, écoles spécialisées, accélération et les avantages et défis de chaque approche. « Que veux-tu faire? » demanda Sarah quand Marcus eut fini de présenter les possibilités. Charlotte considéra la question sérieusement. « Je veux apprendre des choses plus intéressantes, » dit-elle finalement. « Mais je ne veux pas être si loin que je ne puisse pas aider à m'occuper de Mia et Zoé si elles ont besoin de moi. »« Charlotte, dit doucement Marcus, c'est merveilleux que tu aimes tes sœurs et que tu veuilles les aider,
Mais s'occuper d'elle, c'est le travail de maman et mon travail, pas le tien. Ton travail, c'est d'avoir 8 ans, d'apprendre, de jouer et de découvrir ce qui te passionne. Mais si quelque chose arrive et que vous avez besoin de mon aide, demanda Charlotte, l'inquiétude évidente dans sa jeune voix. Alors nous trouverons une solution ensemble, l'assura Sarah. Mais ma chérie, tu n'as pas à être responsable du bien-être de tout le monde. Tu as le droit d'être juste une enfant. Charlotte parut sceptique, comme si le concept de ne pas être responsable des autres était étranger à son expérience. Ce qui m'amène à la deuxième chose que je veux discuter, continua Marcus. J'ai pris des décisions concernant notre famille qui, je l'espère, vous rendront toutes heureuses. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours, la posant sur la table basse où toutes les quatre pouvaient la voir clairement. Le souffle de Sarah se coupa de manière audible, tandis que les yeux de Charlotte s'écarquillèrent de compréhension. Sarah Miller, dit Marcus, sa voix stable malgré l'ampleur du moment. Il y a 8 ans, nous avons laissé la peur et les malentendus nous séparer. Je ne veux pas perdre un autre jour à me demander ce qu'aurait pu être notre vie si nous avions été plus courageux et plus honnêtes l'un envers l'autre. Il ouvrit la boîte, révélant une bague élégante mais pas ostentatoire. Clairement chère mais choisie pour sa beauté plutôt que pour l'étalage. Je t'aime et j'aime nos filles. Et je veux que nous soyons une vraie famille de toutes les manières possibles. Veux-tu m'épouser? Charlotte regardait ses parents avec une excitation à peine contenue, tandis que les jumelles observaient avec la fascination d'enfants observant des rituels d'adultes qu'elles ne comprenaient pas tout à fait, mais qu'elles reconnaissaient comme importants. Sarah fixa la bague, puis le visage de Marcus, des larmes montant à ses yeux. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Le mariage, la vie de famille et tout ce qui vient avec 3 jeunes enfants? » « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » répondit Marcus. « Je veux les pièces de théâtre de l'école, les matchs de football et les vacances en famille. Je veux me disputer sur les routines du coucher, m'inquiéter des fréquentations adolescentes et aider aux devoirs tous les soirs. Je veux tout ça, Sarah, les belles parties, les parties épuisantes et tout ce qui se trouve entre les deux. » « Dis oui, maman, » exhorta Charlotte, incapable de contenir son enthousiasme plus longtemps. « Dis oui pour que nous puissions être une vraie famille. » Sarah regarda ses filles, le visage plein d'espoir de Charlotte, les jumelles qui applaudissaient de leurs mains avec excitation, bien qu'elles ne comprennent pas entièrement ce qui se passait. Et puis de nouveau Marcus. « Oui, dit-elle, sa voix se brisant d'émotion. « Oui, je veux tout ça aussi. » Alors que Marcus glissait la bague au doigt de Sarah et que les filles éclataient en acclamations et en bavardages joyeux, il réalisa que sa définition du succès avait été complètement transformée. L'empire commercial qu'il avait bâti semblait insignifiant comparé à la famille qu'il avait trouvée. Et l'avenir qui s'étendait devant eux semblait plus précieux que n'importe quelle fortune qu'il aurait pu accumuler. 3 mois plus tard, par un matin frais de décembre, 2 semaines seulement avant le 9e anniversaire de Charlotte, Marcus et Sarah se marièrent dans le jardin de leur maison. Pas la petite maison bleue où leur voyage avait commencé, mais la plus grande maison qu'ils avaient choisie ensemble, avec assez de chambres pour tout le monde et une cour assez grande pour l'aire de jeu élaboré que Marcus avait insisté pour installer. Charlotte, dans son rôle de demoiselle d'honneur, tenait le bébé Zoé pendant la cérémonie, tandis que Mia, son plâtre enfin retiré, servait de porte-alliance avec la concentration sérieuse qu'elle apportait à toutes les tâches importantes. La liste des invités était petite mais significative. Le Dr Harrison, l'agente Rodriguez, Madame Peterson et quelques amis proches qui les avaient soutenus tout au long de leur chemin non conventionnel pour devenir une famille. Alors qu'ils échangeaient des vœux qu'ils avaient écrits ensemble, promettant non seulement de s'aimer, mais de continuer à grandir, à apprendre et à communiquer honnêtement, Marcus réfléchit à quel point sa vie avait changé radicalement depuis cet après-midi d'été torride, où une petite fille effrayée avait appelé le 911 à propos d'un étranger dans une voiture de luxe. Maintenant, il savait que l'étranger, c'était lui. Non pas parce qu'il était inconnu de Charlotte, mais parce qu'il avait été un étranger pour les parties les plus importantes de lui-même. Il avait trouvé sa famille, son but et son cœur au même moment. Et il passerait le reste de sa vie à s'assurer qu'aucun d'entre eux ne doute jamais de ce qu'ils signifient pour lui. La petite fille qui avait autrefois appelé un étranger à l'aide lui avait appris que parfois,
Le plus grand succès vient du fait d'être nécessaire, d'être digne de confiance et d'être assez courageux pour aimer sans réserve. Et alors que Charlotte se tenait à leur côté, rayonnante de fierté pour la famille qu'ils avaient construite ensemble, Marcus savait que leur histoire ne faisait que commencer.